L'horizon se brouille. Les repères hérités ne suffisent plus. Il nous faut agir, transformer, décider dans l'incertitude. Cela suppose d'accepter l'inconfort, de clarifier ses intentions, de penser hors cadre, d'agir sans garantie. Ce n'est pas une question de vision, c'est une question de méthode. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Time to Reset. Et ben c'est parti. C'est parti. Bonjour Hugo. Bonjour Walid. Aujourd'hui, pour lancer cette deuxième saison de Time to Reset, j'ai le plaisir de t'accueillir. Bienvenue. Avec plaisir. Merci beaucoup Hugo. Je suis ravi d'être avec toi. Alors Walid, je vais essayer de te présenter. Alors on se connaît bien, parce que j'ai eu le plaisir de travailler dans tes équipes pendant quelques années. Plaisir partagé. Alors, je vais essayer une présentation. On n'hésite pas à compléter si tu vois qu'il y a des choses qui manquent. Alors tu as un profil un peu singulier, parce que tu es mathématicien, tu as fait du cinéma, et tu as fait de la valorisation dans le monde de la recherche, auprès des SAT. Au début, oui. Voilà. Tout à fait. Et maintenant, Il n'y avait pas les SAT à l'époque. à l'époque, il n'y avait pas les SAT, effectivement. Et donc maintenant, tu fais du conseil, puisque tu diriges une équipe dans un grand cabinet de conseil et d'audit. Donc tu es associé dans ce qu'on appelle un Big Four. Et ton métier, c'est de faire du conseil en financement de projets, notamment dans le monde de la culture ou du développement économique local. Ou autrement dit, tu accompagnes des équipes, des porteurs de projets, des industriels, à déployer leurs projets, à les financer. C'est ça. C'est ça ? Fait. Bravo. Ok. Je vois que tu n'as pas perdu la mémoire. Super. Bon bah écoute, moi je suis ravi qu'on ait ce temps ensemble pour échanger. En fait c'est super intéressant pour moi que tu puisses venir partager aussi ton expérience, puisque bah à tes côtés j'ai eu l'occasion pendant de nombreuses années de découvrir un peu la méthode Walid finalement pour faire atterrir des projets. Et donc on va avoir l'occasion de parler plein de sujets. Finalement, on va pouvoir parler un peu de grandes dynamiques de transformation qui touchent aujourd'hui des secteurs d'activité de notre société. Je vais beaucoup t'embêter avec la question de finalement comment est-ce qu'on crée une culture d'équipe, comment on crée une culture qui permet d'appréhender le changement, puisque ça a l'air d'être plus facile à dire qu'à faire. Et donc, moi, je l'ai vu de mes yeux vus finalement que tu étais capable d'emmener un peu cette démarche-là. Donc, Je suis curieux de ton retour d'expérience. D'accord, on va en parler du coup. Écoute, moi, je commence toujours le podcast avec la même question. Oui, j'en prie. Finalement, comment est-ce que, à travers tes yeux de professionnel aujourd'hui, tu vois notre société et comment est-ce que tu la décrirais en termes de transition, en termes de dynamique de changement qui la travaille ? Oh, c'est une vaste question, même un peu difficile. Je pense qu'on va avoir l'occasion dans la conversation peut-être d'aborder la réponse à cette question sous divers aspects. C'est une société en tension, c'est une société en crise, donc c'est une société qui se pose des questions, c'est évident, à la fois à l'échelle mondiale et à l'échelle française, nationale. Et on retrouve cette tension, cette crise, ces fractures, certains les appellent comme ça, à toutes les échelles. Et du coup, ça nous interroge et ça nous oblige à repenser la façon avec laquelle on travaille, la façon avec laquelle on répond aux questions qui nous sont posées. L'intérêt du conseil, c'est qu'on nous pose des questions. Et que ces questions, notre rôle, d'abord, c'est de les reformuler, et puis ensuite d'essayer d'apporter des éléments de réponse. Alors, je distingue ce qui relève du conseil de ce qui relève de la prestation. La prestation, c'est vraiment exécuter des tâches qu'on attend, qui sont spécifiques, etc. Et puis le conseil, c'est vraiment réfléchir avec le client. Et donc réfléchir avec le client dans une société en tension, dans une société fracturée, c'est difficile. C'est difficile, donc ce que j'observe, c'est ça. Et j'observe beaucoup de cette tension, se traduit souvent par beaucoup de pessimisme, se traduit par une défiance vis-à-vis de l'avenir. Je suis frappé de la difficulté qu'il y a à faire de la prospective, qui est quand même une des clés de notre métier, puisqu'on anticipe, on construit des réponses sur le fondement d'un certain nombre d'anticipations. Et aujourd'hui, faire de la prospective, c'est très 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 difficile. Tous les outils de prospective, finalement, échouent, échouent, ou s'échouent même peut-être, sur une actualité qui tous les jours se transforme, des technologies qui tous les jours nous transforment notre rapport au travail, notre rapport les uns aux autres.
Et donc, anticiper ça, et d'ailleurs, quand on fait l'exercice un peu rétrospectif, est-ce qu'il y a 2 ans, on aurait imaginé l'intelligence artificielle, par exemple, la situation de transformation des alliances mondiales, etc. Bon, sans doute certains, mais disons, pour la plupart des gens, c'est difficile à anticiper, et difficile de se positionner là-dedans, ce qui crée une attitude de défense, plutôt défensive, ce qui est souvent dommageable du coup. Ouais. Cette idée un peu finalement des horizons bouchés aujourd'hui, où on a du mal à regarder l'avenir autrement que oh là là, qu'est-ce qui va encore se passer, ou on est plutôt dans un réflexe, on essaye de se protéger et éviter de trop se projeter, plutôt d'essayer de gérer le très court terme. Oui, c'est ça. Le court terme a pris le pas sur toutes les autres échelles de temps. Et c'est très paradoxal parce que face aux défis auxquels on est confronté, je pense notamment aux défis climatiques, qui est quand même on va dire, un défi existentiel, quand même, qui est le plus grand des défis, est-ce qu'on va pouvoir continuer à vivre sur cette planète, on voit que les échelles de temps se contredisent en fait. C'est-à-dire qu'on doit produire une réponse sur une échelle de temps très longue, au moment même où nous avons l'incapacité de prendre des décisions, où nous ne savons plus que prendre des échelles à court terme. Des décisions à court terme, pardon. Et donc, je prends même la question du financement, vous voyez, c'est un vrai paradoxe. On investit désormais avec l'espérance d'un retour à court terme, là où il faudrait investir sur des espérances de retour à très très long terme. Et donc, ça crée une dissonance, une contradiction presque, ou un paradoxe peut-être, sur les réponses qu'on est capable de construire. Ouais. Ça, c'est intéressant, finalement, de se dire qu'on évolue aujourd'hui dans un monde où, finalement, cette contradiction permanente entre ce dont on a besoin et ce qui se passe au quotidien est un peu ressenti quotidiennement. Oui. On a besoin de ralentir, mais on est dans une société qui accélère tout le temps. On a besoin de sens, mais en même temps, on est rythmé par des temporalités en fait, qui ne permettent pas d'en avoir, puisque du coup, on est rythmé par l'ultra court terme. La question du financement est hyper intéressante, parce que du coup, c'est aussi comment est-ce qu'on se projette dans l'avenir. Et donc, finalement, si on est capable de penser qu'à court terme, c'est qu'on a du mal à dessiner un avenir quel qu'il soit, et il y a beaucoup de nos infrastructures, nos équipements finalement. Alors les infrastructures sont un peu un contre-exemple, puisque investir dans les infrastructures, c'est investir dans le long terme. Ouais. Mais ces investissements sont quand même fondés sur une confiance dans notamment la capacité de l'État, du public, des acteurs publics, à apporter les cautions nécessaires. Toujours fondé là-dessus, les infrastructures. Et du coup, on sent une fragilité apparaître sur ces aspects-là. Okay. On sent une fragilité apparaître, et ça, c'est très préoccupant. Alors ça, c'est pour les infrastructures, mais tout le reste des investissements, le long terme devient très difficile. D'accord. On va creuser cette partie-là. Moi, j'aimerais peut-être qu'on aborde peut-être 2 sujets qui sont très connectés, en fait, à toi, ton expertise, ton expérience aussi dans ces secteurs d'activité. Donc toi, tu as une appétence pour le monde culturel oui. Depuis de longues années. Donc c'est un secteur d'activité, ce sont des activités que tu suis et que tu accompagnes depuis un grand moment. Et aujourd'hui, typiquement, on est quand même dans une industrie, oui. puisque c'est devenu une industrie, qui est en train d'être percutée par plusieurs vagues technologiques qui sont en train de reconfigurer tous les aspects. Du coup, ça m'intéresse un peu d'avoir ton regard finalement. Tout à l'heure, tu évoquais le court terme, le long terme, la question finalement un peu du sens aussi de tout ça. Le monde de la culture finalement aujourd'hui, percuté par l'IA, percuté par le numérique en fait, plutôt au sens large plus que l'IA. Comment toi tu vois les choses typiquement sur un domaine qui t'a toujours parlé, qui t'a toujours intéressé? Comment tu ressens un peu cette mise en pratique finalement de cet emballement collectif qu'on a autour du rythme de nos vies, appliqué au champ culturel, appliqué à ces rythmes économiques aussi qui finalement peut-être changent un peu aussi ce qu'est la culture ou notre rapport à la culture? Oui, alors c'est là encore une très très vaste question. Déjà, mon intérêt personnel, comme tu dis, il procède d'un parcours.
Voilà, comme tu le disais, j'ai fait un peu de production audiovisuelle pendant quelques années parce que j'étais passionné de cinéma et que j'ai voulu me frotter à cette industrie pendant un certain nombre d'années, et j'y ai découvert à la fois j'y ai découvert une économie, des méthodologies, un écosystème, etc., qui m'a passionné pendant un certain nombre d'années. Et donc j'ai appris finalement comment fonctionnait un des secteurs de la culture qui est l'industrie du cinéma et de l'audiovisuel. Donc c'est fort de ça que j'ai gardé une appétence pour ça. J'ajoute que, évidemment, la question de la culture, dès lors que j'ai commencé à travailler sur les territoires, un peu par le hasard des rencontres, tout de suite, je me suis dit... s'il y a un investissement pérenne, c'est celui dans la culture sur un territoire, puisque investir dans la culture sur un territoire, investir dans les politiques culturelles sur un territoire, c'est au fond la meilleure façon de créer une attractivité pérenne, la meilleure façon de créer du désir, la meilleure façon de créer de l'envie, d'attirer des talents. Et un territoire, à la fin, c'est quoi ? C'est des hommes et des femmes, avec des talents et des compétences. C'est pas autre chose. Et je voyais beaucoup d'aide aux entreprises, d'aide à l'implantation, ce qu'on appelle l'attractivité de manière générale, qui mobilisait d'énormes capitaux, et finalement une mobilisation plus faible pour les questions culturelles, alors que, on va dire qu'elle contribue de façon plus importante et plus massivement à la réalité de l'attractivité d'un territoire. Donc de ce point de vue, j'avais envie de pousser dans ce métier des territoires la question culturelle, la question de l'investissement dans la culture. Ça, c'est le cheminement intellectuel, on va dire, et avec cette idée qu'au fond, la culture, non seulement nous rassemble, nous permet de nous émanciper, nous fait grandir, et nous relie les uns aux autres à un moment où, précisément, on est dans un moment de la société où tout tente à nous fracturer, tout tente à nous séparer les uns des autres. Donc là encore, la réponse par la culture, les politiques culturelles, tout ce qui nous relie, me paraît être un point absolument essentiel. Je rappelle pas l'anecdote de Churchill, pourquoi on se bat, si c'est pas pour la culture, ça sert à rien de se battre, etc. etc. Ouais, je pense que cette anecdote, elle est importante parce qu'elle en dit long. Donc c'est un moment où Churchill est confronté à un arbitrage budgétaire pendant le conflit avec l'Allemagne. Voilà. Il n'y a plus de sous globalement. Voilà, et on lui propose un budget dans lequel on coupe massivement dans la culture, et il dit, mais attendez, si on fait ça, alors pourquoi on se bat ? Voilà. Ce qui me paraît être une bonne réponse. Je ne sais pas la véracité exacte de cette anecdote. Elle dit ce qu'on a envie d'entendre. Et de ce point de vue, elle est intéressante. Donc oui, voilà. Donc ça pour moi, il y a un caractère absolument essentiel aujourd'hui. Après, quand on dit la culture, on désigne en fait un champ. Alors ça, c'est aussi un point sur lequel moi je suis très attentif, c'est les questions de sémantique. Parce que quand on dit culture, en fait, on dit plein de choses très différentes. En tout cas, on désigne deux ensembles qui ne sont pas exactement les mêmes. On désigne d'un côté ce qu'on appelle communément les politiques culturelles, donc qui sont pour l'essentiel portées par l'État et les collectivités, d'ailleurs à parité, plus ou moins. Et ça, ce sont des politiques dans lesquelles on soutient des acteurs sur le territoire. On soutient d'abord des équipements, on équipe le territoire avec des opéras, des théâtres, enfin tout ce que tu connais. Et puis on soutient toute une série d'acteurs de territoire qui tissent le territoire de ces liens dont on a besoin et qui proposent des actions culturelles qui vont de l'éducation populaire jusqu'au théâtre ou à toute forme d'art. Et puis il y a à côté ce qu'on a appelé les industries culturelles et créatives, qui n'est pas exactement la même chose, qui est un ensemble plus large, qui désigne en fait toutes les entreprises qui travaillent dans le champ culturel ou dans le champ des industries culturelles et créatives. Donc c'est beaucoup plus large, la télévision, la presse, enfin, etc. On parle d'un ensemble massif, où là, la dynamique est une dynamique purement concurrentielle. Mais qui contribuent quand même, ce ne sont pas des industries tout à fait comme les autres, qui contribuent quand même d'une manière ou d'une autre à nous offrir, à développer une offre culturelle, qui peut être plus ou moins bien d'ailleurs, du reste, mais qui contribue à développer une offre culturelle pour l'ensemble des citoyens. Et donc, ces deux ensembles ne fonctionnent pas pareil, et on a tendance parfois à les opposer, en se disant, on soutient les industries culturelles et créatives, donc on soutient les entreprises qui contribuent à produire des offres culturelles, au détriment parfois des politiques culturelles qui, elles, ont besoin de l'État, et on entend parfois des discours mais il faut arrêter, c'est une économie subventionnée, versus... En fait, c'est les deux à la fois.
C'est les deux à la fois. C'est-à-dire qu'il y a à la fois le marché qui joue son rôle, et qui joue son rôle de façon assez forte avec des industries culturelles et créatives qui ont un poids absolument colossal dans la société, souvent d'ailleurs méconnu. À ce titre, justement, EY dresse un panorama des ICC, pas tous les ans, mais cette année, j'en ai fait un nouveau, qui montre que les industries culturelles et créatives, c'est plus que l'aéronautique et l'automobile réunis. Enfin, c'est énorme en termes d'emploi, de valeur ajoutée, etc. Et puis, par ailleurs, on voit, dans le même temps, une tension sur les politiques publiques sur la culture, avec beaucoup de collectivités, l'État même, réduire leur financement à tous les acteurs culturels. Donc, voilà. Donc, quand on dit la culture, on désigne en fait tout ce champ qui est très large, et donc à l'intérieur duquel il se passe énormément de choses. Mais si je dézoome un tout petit peu maintenant par rapport à juste cette question de sémantique, on peut voir la question culturelle, on peut la relier à la question des loisirs, et se dire au fond, notre temps libre, on fait quoi avec ? On a des temps contraints, on travaille, on s'occupe de sa famille, enfin on a un certain nombre de contraintes dans la vie, on dort, on mange, etc. Il nous reste du temps libre, qu'est-ce qu'on fait avec ? Et en fait, ce temps libre, c'est un temps qui est la cible d'une intensité concurrentielle absolument énorme. L'économie de l'attention. Tout. Le temps libre, c'est des voyages. C'est des restaurants, c'est des sorties culturelles, c'est le patrimoine, c'est les plateformes et les réseaux sociaux, c'est la télévision, le sport, etc. Donc il y a une intensité concurrentielle sur ce temps libre qui est absolument colossale. Et ce qu'on a vu, c'est apparaître des acteurs qui ont été capables de prendre des parts de marché absolument colossales sur ce temps libre. Je pense notamment aux réseaux sociaux, aux plateformes, la télévision par un certain aspect, etc. Les écrans, voilà, de manière générale. Le sport aussi, qui a pris une place importante. Et ça s'est fait parfois, ou ça se fait en concurrence directe avec les pratiques culturelles. Okay. Et donc ça, c'est là que se situe l'enjeu de où est-ce qu'on... Et des fois, quand on parle des industries culturelles et créatives, on désigne tous ces acteurs finalement du champ, tous les acteurs de l'économie du temps libre, là où tous ces acteurs ne sont pas nécessairement des acteurs qui contribuent à ce qu'on appelle plus communément dans son esprit la culture. Et c'est intéressant de voir que cette intensité concurrentielle produit beaucoup d'effets pervers. Et c'est là où on a vu, via les écrans, via les technologies, on a vu les technologies prendre une place extrêmement importante avec l'apparition de plateformes, de logiques de plateformes, qui finalement offraient, ou ont proposé des offres. C'est vrai pour la télévision, avec les Netflix et compagnie, c'est vrai pour les réseaux sociaux, avec le temps libre, avec les écrans, etc., etc. C'est vrai, même le Pass Culture est une plateforme d'un certain point de vue, qui propose des offres. Donc on a vu cette logique de plateforme peu à peu s'imposer, qui au fond, comme toutes les logiques de plateforme, ont tendance à donner, à donner le plus de place, à cliver un petit peu d'une part, et surtout à donner une place prépondérante aux gagnants, quoi. C'est-à-dire que les winners takes all. Voilà, c'est vraiment la règle des 80-20 qui s'applique presque toujours. C'est-à-dire finalement 20% de l'offre sur ces plateformes occupe 80% de l'attention ou des clients. Et du coup, une concentration des revenus sur un nombre plus limité d'acteurs au détriment de l'extraordinaire diversité qui existe. Alors, il y a des règles. La réglementation permet de corriger un peu ça. Et c'est ce qu'on appelle l'exception culturelle qui, notamment dans l'audiovisuel, mais c'est pas vrai dans le livre, par exemple, c'est pas vrai dans tous les secteurs de la culture, c'est vrai dans l'audiovisuel, et c'est un très bon exemple à répliquer, permet de rééquilibrer, on va dire, cet effet de concentration sur les gros acteurs, sur les grosses ventes, quoi, enfin les best-sellers, etc. Mais ça n'est qu'un rééquilibrage, et donc il y a une vraie tension qui naît sur cet aspect-là. Ce que je trouve intéressant... Je me suis un peu écarté de ta question, mais bon... Non, ce que je trouve intéressant, Walid, c'est que, tu vois, finalement, si
tu me dis si j'ai bien compris, mais en fait, à travers la question culturelle, il y a la question des circuits. Donc c'est la distribution. Oui, tout à fait. Clé. Il y a la question des contenus. Est-ce que les contenus culturels sont des contenus de marché comme les autres? Et tout à l'heure, tu as beaucoup parlé de marché, de logique, de mise en concurrence. Je trouve que ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien qu'à travers la culture, finalement, non, ce n'est pas seulement un marché, puisque justement, la question de la réglementation, de l'exception culturelle se pose au fait, à travers tout ça. Et donc, on sent bien qu'on touche... à des choses qui nous relient. Et donc, les choses qui nous relient, finalement, il faut qu'on ait une attention dans qu'est-ce qui nous relie, parce que sinon, effectivement, il peut y avoir tout et n'importe quoi à l'intérieur de ça. Et je trouve que ce secteur-là, particulièrement aujourd'hui, est traversé. Tu parlais de la question des plateformes où, en fait, finalement, la distribution gagne. De manière quasiment monopolistique en fait, quand on pense aux GAFAM, ce type d'acteurs qui ont un pouvoir qui est prépondérant en fait aujourd'hui dans la distribution des contenus. Ça pose toute une série de questions que je trouve intéressantes en fait finalement sur c'est quoi le bon équilibre finalement entre à la fois des canaux de distribution qui permettent de rendre la culture accessible, donc les canaux de distribution peuvent être numériques, ils peuvent être physiques aussi, donc c'est quoi le bon maillage territorial finalement si on se dit il y a un maillage numérique et il faut qu'il soit un peu diversifié, il faut que finalement il y ait de la place à de la diversité pour éviter des phénomènes de concentration. On a le même sujet dans le champ physique sur les territoires. Et vient la question finalement du modèle des producteurs de contenu à l'intérieur de tout ça. Comment on s'assure qu'il y ait de la diversité, comment on s'assure qu'il y ait de la singularité aussi, parce qu'on voit que dès qu'on enlève toute forme de régulation, on produit beaucoup du même en fait. Il y a quand même cette mécanique là. Et je trouve qu'aujourd'hui sur le monde culturel, on est vraiment à cet entrecroisement là où toutes ces questions sont en train de se poser. Je sais pas, c'est un peu une forme de laboratoire finalement de ce qui traverse tous les autres secteurs d'activité aujourd'hui. Quasiment dans l'automobile, on parlait de Tesla ou de ce type de sujet, ou la plateforme numérique, la manière de concevoir aussi tout ça. On a les mêmes sujets finalement sur le déplacement des centres de gravité de pouvoir. Aujourd'hui, le monde de la culture, c'est en avance de phase là-dessus. Et donc, est-ce qu'il y a cette conscience finalement d'être un laboratoire un peu de comment les rapports de force sont en train de se déplacer, de comment est-ce qu'on peut essayer de réguler ou de repenser aussi notre manière à c'est quoi l'expérience physique de l'économie, c'est quoi l'expérience digitale, enfin, comment tu vois les... Oula, on est... Oui, tout à fait. Moi, j'ai toujours eu... alors, c'est le hasard de mon parcours, hein, mais j'ai toujours eu le sentiment que ce qui se passait dans l'économie de la culture était un peu un laboratoire de ce qui se passe un peu partout ailleurs. Alors, plusieurs choses sur ce que tu dis. Tu dis c'est une exception. Oui, en effet, c'est une exception, et ça se traduit concrètement, puisque les industries culturelles, oui, pour l'essentiel, ont été retirées de tous les accords du GATT, etc., donc pour avoir un traitement différencié. Ça, c'est un premier point. Et c'est à juste titre, parce que la France conçoit son exception culturelle comme une nécessité d'être en capacité de raconter ses propres histoires, d'avoir son propre récit. Finalement, la culture, c'est ce qui reste quand il n'y a plus rien, en fait. Voilà. Donc, si on se souvient des Mayas, si on se souvient des Égyptiens, c'est d'abord par leur expression culturelle. Donc, c'est absolument essentiel d'être capable, pour chacune de nos cultures, et toutes les cultures présentes sur Terre, d'être en capacité de les préserver, de les entretenir, de les faire vivre, de les faire grandir. On voit bien que là, quand on parle de souveraineté, si la première des souverainetés, c'est d'être en capacité de se raconter. Si c'est d'autres qui nous racontent, le reste de la souveraineté, c'est quand même un peu compliqué. Or, aujourd'hui, cette souveraineté, elle est quand même globalement menacée, hein, notamment par une culture anglo-saxonne qui est très, très largement dominante en termes de production, mais largement dominante aussi en termes de canaux de distribution. Et ça a été, et notamment le développement des plateformes, même on savait déjà que la distribution c'était très important, mais le développement des plateformes est venu renforcer cet aspect, puisque ce qui fait la forme d'une plateforme, c'est l'accès direct au client, sans intermédiaire. Et donc cet accès direct au client, quand il s'agit de millions, de centaines de millions de personnes, on voit bien qu'on devient une force prescriptive absolument démentielle. Et si on ne corrige pas ça, certains pays ne l'ont pas corrigé, aujourd'hui il n'y a quasiment plus, aujourd'hui l'Italie remonte et l'Allemagne remonte un peu, mais enfin je pense qu'il y a un certain nombre de pays européens dans lesquels la production européenne nationale, domestique, si je prends toujours l'audiovisuel que je connais bien, est quasi marginale.
Donc ça veut dire ils ne racontent plus leurs propres histoires, ils ne regardent plus leurs propres histoires. C'est un énorme problème. Donc oui, la première des questions, pourquoi c'est une exception? C'est parce que c'est un enjeu vital de raconter ses propres histoires, à travers des films, des livres, des expos, du théâtre, enfin, peu importe. Donc voilà pourquoi c'est une exception. Le deuxième caractère, le côté laboratoire de cette industrie, c'est que c'est une industrie de projet. C'est que finalement, on fait que des projets. Je me souviens quand on était dans la société de production, que je travaillais dans une société de production, finalement on est toute petite boîte, 2-3 personnes, pas plus, et puis au moment où on produit une œuvre, là tout d'un coup c'est des dizaines de personnes avec des corps de métiers différents, et donc tout d'un coup on construit un projet dans lequel on va agréger toute une série de compétences pour, pendant un temps donné, produire un film qui va ensuite sortir en salle. Cette économie de projet est au fond l'économie la plus agile qui soit. Et elle est rendue possible, pourquoi ? Parce que le statut des travailleurs est celui des intermittents, qu'on voit souvent comme un statut protecteur, et à juste titre, il protège les gens qui travaillent dans ces projets, donc qui travaillent d'un projet à l'autre, puis quand ils n'ont pas de projet, ils sont protégés par ce statut d'intermittent, mais c'est aussi un statut extraordinairement favorable aux entreprises qui sont dans cette économie, puisque du jour au lendemain, une entreprise passe de 2 salariés à 100 salariés le temps d'un film, qui sont tous des intermittents, etc. On le dit souvent moins comme ça, et je trouve c'est intéressant de le rappeler. Voilà. Et ça, cette économie de projet, elle n'a pas sa traduction, on va dire, dans le régime général. Un peu avec, on va dire, les intérimaires. On voit des entreprises qui prennent des intérimaires et qui font ça, etc. Mais c'est pas aussi massif que dans le monde de l'intermittence. Du coup, on est au cœur d'une industrie, d'un secteur d'activité dans lequel, finalement, les entreprises se comportent de la façon la plus libérale possible. Voilà, ils trouvent du financement pour un projet, ils montent une équipe dans le cadre de ce financement, et puis une fois que c'est fini, ils reviennent à une société où il y a 2 ou 3 personnes, et ils continuent à créer d'autres projets, etc. Donc cette économie de projet, elle apprend beaucoup, elle apprend l'agilité, elle apprend aussi la nécessité, projet par projet, de trouver du financement, de construire un modèle économique dédié, et puis ensuite d'aller produire et de réaliser et d'exécuter. Avec en plus les contraintes de temps, les contraintes d'argent, les contraintes on n'est jamais suffisamment financé, enfin voilà, toutes ces difficultés-là. Donc c'est effectivement un laboratoire, et ça m'a beaucoup appris, parce que finalement la logique de projet, y compris dans ce qu'on a fait, ce que j'ai fait après par ailleurs, même si j'ai pas tout de suite fait la connexion, parce que voilà, c'est fait comme ça dans la vie, mais ça m'a beaucoup appris à construire derrière des projets, et à comment on fait pour construire des projets de A à Z, dans lesquels on combine des échelles de temps long et des échelles de temps court, dans lesquels on combine la nécessité de trouver de l'argent, enfin voilà, toute cette économie-là, ça je l'ai beaucoup appris, et du coup de ce point de vue, c'est un vrai laboratoire, on pourrait dire du libéralisme. Voilà. Donc ça c'était par rapport à la question laboratoire ou pas laboratoire. Ensuite, sur tes autres questions, qui étaient, je me souviens plus, c'était On avait la question du laboratoire, on avait la question de la distribution physique, exact. ou immatérielle et ou immatérielle. Ouais, les territoires et comment ça fonctionne, comment la distribution fonctionne. En effet, tu as raison. Et ça fait le lien entre ce que je disais là sur cette économie de la culture et puis finalement ce qui se passe sur les territoires. Ce que j'ai découvert en travaillant sur les territoires, et dont je n'avais pas nécessairement conscience quand j'étais un acteur moi-même de la culture, c'est qu'au fond, les territoires, c'est un maillage plus ou moins dense d'équipements, d'outils, de logique collective, de plateformes, d'hommes et de femmes, d'associations, d'entreprises, qui traduisent cette offre et amènent cette offre jusqu'au dernier kilomètre, jusqu'aux citoyens et aux citoyennes. Et que si on s'en tient aux seules logiques de plateforme, ce dernier kilomètre, il n'est pas toujours assuré. Et donc, il est absolument essentiel de conjuguer en fait les logiques de territoire avec la logique d'offre produite, on va dire, d'une manière générale. Donc ça, c'est très important. Et donc, du coup, j'ai vite compris qu'en fait, la façon dont on maillait un territoire, la façon dont on entretenait les équipements, et la France a la chance d'avoir beaucoup d'équipements culturels. D'ailleurs, cette chance qui se traduit aujourd'hui en un problème, puisqu'il faut
forcément les rénover, les entretenir, leur trouver un modèle économique, au moment même où ils sont concurrencés par des offres portées par des plateformes qui vont directement chez toi par les canaux, par les électrons, quoi. Et donc, du coup, cette question, elle est vraiment importante. Et elle est importante parce que ce travail fait au quotidien de la pratique culturelle jusqu'à la consommation culturelle, au fond, c'est ça qui fait un territoire. Okay. Et donc, toute ma logique a été essayer de reconnecter les deux, c'est-à-dire de trouver des modèles économiques qui permettent, à l'échelle des territoires, de reconnecter finalement les dynamiques nécessaires avec les marchés qui permettent de trouver des revenus et de valoriser ce qui est fait pour avoir un modèle économique qui tient, sans jamais oublier que ça doit toujours s'inscrire dans le cadre de politiques publiques, parce que quand il y a défaillance de marché, la politique publique est là pour la couvrir. Ok. Pour y répondre. C'est intéressant parce que du coup, finalement, ce constat-là, aujourd'hui, comment toi tu le traduis chez les décideurs ? Tu vois, les gens qui aujourd'hui sont en mesure, parce que t'es à l'intersection de deux types de publics, en fait. Tu as des décideurs qui sont publics, des décideurs qui sont plutôt privés, donc ils vont pas regarder le monde avec les mêmes lunettes. Ils ont forcément une lecture du monde qui est différente, et c'est normal, d'ailleurs, on leur demande pas la même chose. Mais finalement, tu vois, dans ce champ un peu où on sent que ça bouge, ça tangue, où c'est en train de se réinventer, on est vraiment au cœur d'une transformation, en fait. Comment toi, tu décryptes ce qui se passe dans la tête des décideurs, alors qu'ils soient publics ou privés? Est-ce qu'ils ont le même regard, ou est-ce qu'ils ont des regards différents? Est-ce qu'ils sont traversés par les mêmes interrogations, les mêmes difficultés, ou est-ce qu'il y a des personas, ou en tout cas des manières de vivre ça qui sont un peu différentes? Toi, tu as ta grille de lecture un peu là-dessus? Non, bien sûr. Ça, c'est le cœur de notre métier, en fait. C'est-à-dire de... On arrive sur les secrets, du coup. Non, mais c'est le cœur de notre métier, c'est-à-dire d'arriver à trouver des logiques d'intérêt communs entre des parties prenantes qui n'ont pas les mêmes intérêts, ou qui ne regardent pas les choses de la même manière. Monter un projet, c'est réunir des parties prenantes et aligner leurs intérêts. C'est ça le métier. C'est toute la partie technique, elle est très facile. La partie difficile, c'est vraiment aligner les intérêts entre diverses parties prenantes qui vont, in fine, accepter d'investir dans un même projet pour que ce projet se réalise, que ce soit des acteurs publics qui vont apporter une subvention, que ce soit des acteurs privés qui vont prendre un risque économique, que ce soit des acteurs territoriaux qui vont exploiter et réaliser ce qu'on doit faire. Donc il y a toujours cette question de construire l'alignement d'intérêts. Ça, c'est le cœur de notre métier. Je pense que c'est ce que tu vis aussi, toi, dans les accompagnements que tu proposes. C'est vraiment ça le cœur. Donc oui, personne ne voit les choses de la même manière, chacun a son point de vue. Alors, je commence par les acteurs privés. Les acteurs privés, il y en a plusieurs catégories. Comme je te disais, il y a un gros effet de concentration. Donc il y a des très gros acteurs privés qui ont vu une opportunité colossale, qui voient une opportunité colossale précisément dans cette économie du temps libre, en proposant des offres toujours plus importantes, toujours mieux distribuées, qui captent l'attention et qui sont en capacité donc de générer des revenus en plus récurrents, avec ces logiques d'abonnement, etc. Donc il y a des gros acteurs qui voient là, qui sont très actifs et qui investissent. Il y a aussi parmi ces acteurs privés des acteurs qui voient un intérêt aussi parce qu'ils sentent qu'il y a une appétence et un appétit pour la culture partout sur les territoires et qui investissent sur des nouvelles offres et donc qui essayent d'imaginer des nouvelles offres autour de l'exploitation du patrimoine, autour des expériences immersives, enfin voilà, il y a plein de choses comme ça et c'est tiré beaucoup notamment par les technologies qui proposent, on va dire, des nouvelles façons de consommer la culture. Et ça, je pense que c'est un point important parce que on voit bien que, et ça on peut pas, on peut pas omettre de regarder comment se comportent les nouvelles générations, puisque c'est pour elles qu'on fait tout ça. Et donc on voit bien que leur mode d'usage, leur mode de consommation de la culture, le rapport qu'elles ont à la culture évolue énormément au travers notamment de cet outil qu'ils ont tous dans les mains, et que du coup, elles n'ont pas accès de la même manière, et donc ça suppose de construire des offres nouvelles pour
les guider, les orienter vers ce qui existe, le patrimoine, le théâtre, le cinéma, etc. Donc ça c'est vraiment important d'avoir ça en tête, et la technologie rebat les cartes de ce point de vue. Donc il y a beaucoup d'acteurs positionnés à cet endroit de l'intermédiation entre l'accès et les offres. D'accord ? Sachant que historiquement, on a toujours eu une politique de l'offre, c'est-à-dire qu'on s'est dit, la meilleure façon de donner accès, c'est d'avoir plein d'offres, et puis à la fin, les gens vont choisir. C'est pas tout à fait vrai. On voit bien que ce que je regarde dans les pratiques culturelles, finalement, c'est toujours les mêmes catégories socio-professionnelles qui vont dans les conservatoires, etc. Oui. Ouais. Parce que la culture, au sens noble du terme, c'est trois choses. Hein. C'est le capital temps, il faut du temps. On n'en a pas toujours. Il faut de l'argent. Parce que ça coûte. On n'en a pas toujours. On n'en a pas toujours, évidemment. Il faut un capital culturel. Les clés de lecture pour comprendre et donc, apprécier. C'est pour ça n'est que la combinaison des trois qui permettent d'aller, par exemple, aller vers une pratique musicale, aller dans un conservatoire, etc. Et du coup, cette combinaison, tenir le bout de ces trois injonctions n'est pas facile, parce qu'il faut que ce soit accessible en termes d'argent, il faut que les gens puissent trouver le temps, donc l'accès physique pour y aller, que ce soit pas trop loin, donc pour un maillage territorial, et puis enfin le capital culturel, qui est un sujet d'éducation. Donc tu vois bien que ça, voilà. Et donc, pour combiner ces trois dimensions, ces trois paramètres, c'est là où s'articulent les acteurs privés et les acteurs publics. Parce que les acteurs publics viennent apporter, si j'ose dire, un des paramètres qui manque chaque fois que c'est nécessaire. D'accord. Ça peut être de l'argent, ça peut être du temps avec de l'accès, comme ça peut être du capital culturel avec de l'éducation. Donc tu vois bien que c'est là où on construit l'articulation, et le sujet, ce qu'on voit beaucoup, et la logique, on va dire, des acteurs publics, alors, je poursuis, les acteurs publics maintenant, leur logique, c'est souvent une logique d'équipement. Ok. C'est-à-dire mailler le territoire avec des grandes infrastructures, des équipements. Et comme je le disais, cette logique d'équipement, elle atteint une certaine limite à un moment, pour deux raisons. La première, c'est que ces équipements, il faut les entretenir. Donc il y a un coût d'entretien et un coût de maintenance qui est important. On le voit là avec les grandes réhabilitations, l'Opéra qui va être réhabilité, le Louvre, le milliard nécessaire, etc. C'est beaucoup d'argent. Et c'est vrai à toutes les échelles. Le patrimoine, par exemple, est en grande partie en difficulté parce qu'il y a des coûts de rénovation qui sont importants. Et ces coûts de rénovation ne s'intègrent pas dans le modèle économique d'exploitation de ces équipements. C'est-à-dire que la seule exploitation des équipements, au travers d'offres culturelles, quelles qu'elles soient, ne suffit pas à financer ce coût de maintenance. Donc ils arrivent à un modèle qui, voilà, là, ils butent sur une difficulté qui parfois même est double, puisque même l'exploitation elle-même est souvent pas suffisamment rentable ou viable, on va dire. Et donc c'est là où il faut arriver à construire des articulations entre le privé et le public pour faire en sorte que ces équipements se maintiennent, se rénovent et que leur exploitation soit viable. Donc souvent, nous, on est interrogés pour réfléchir à des équipements ou existants à rénover ou nouveaux à construire. Et la question se pose de comment on va les exploiter et quel va être le modèle économique de cette exploitation, modèle économique qui doit le plus possible être viable, étant entendu côté acteurs publics qui sont prêts à faire l'investissement mais pas nécessairement à s'engager dans des dépenses de fonctionnement qui vont durer éternellement. Sauf que dans beaucoup de cas, ces équipements jouent un rôle d'intérêt général, donc de politique publique, et qu'il est tout à fait normal que ce soit en partie financé par des politiques publiques, y compris la partie financement. Et c'est là où il y a une tension, parce que comme on est à un moment où les financements publics se réduisent, forcément, partout où les financements publics viennent pallier une défaillance de marché, il y a une tendance à vouloir les réduire. Ouais. Et cette tension-là, en fait, je me dis, elle vient finalement percuter aussi ce que tu évoquais tout au début du podcast sur le côté en fait l'accélération. Finalement, tu vois, si je reprends et que je réfléchis que je dézoome d'un point de vue économique, par exemple sur la question du transport, c'est des équipements. C'est des investissements qui permettent derrière d'avoir une exploitation autour de circuits de transport, les routes c'est pareil. En fait on a un certain nombre de marchés ou de pratiques qui sont rendus possibles aujourd'hui parce que
collectivement, en fait, on s'est donné les moyens à un moment d'avoir des réseaux, des équipements, des infrastructures qui permettent en fait de mettre en place ces pratiques. Et aujourd'hui, je trouve que ce qui est intéressant avec ce que tu décris, c'est que finalement, d'un côté, on a le numérique qui repose sur des infrastructures, encore une fois, mais dans lequel les offreurs, ou en tout cas les plateformes, ne portent pas directement les infrastructures. On a des pratiques culturelles qui sont encore très ancrées localement. Tu parlais du théâtre, de l'opéra, du cinéma. Finalement, ce qui est intéressant, c'est que on voit que ça s'est multiplié, en fait, les manières de consommer de la culture sur les territoires. Et donc, du coup, côté public, sur la question de comment je maintiens un maillage qui permette d'avoir ce bouquet en fait de services, ça devient peut-être un peu plus difficile parce que effectivement tu as peut-être moins de concentration de revenus sur une seule verticale culturelle. Tu as des offreurs de solutions qui sont capables de se passer d'équipements ou qui sont capables de se greffer à des équipements existants ou à des équipements peut-être qui n'étaient pas des équipements culturels. Donc bien sûr, probablement que en fait il y a moins d'homogénéité, ce qui rend cette discussion en fait beaucoup plus indispensable qu'avant, j'ai l'impression. Mais il n'y a pas de réponse évidente en fait. Non, il n'y a pas de réponse évidente du tout. Et tu vois bien que, en fait, ce que tu dis, c'est que ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que la question des infrastructures doit faire partie du modèle de financement de ces équipements, de ces pratiques ou de ces consommations culturelles. Je m'explique, c'est-à-dire qu'au fond, de la même manière que de la même manière que, je sais pas moi, le réseau des salles de cinéma est financé en partie par la billetterie de cinéma. De cette même manière, on va dire, tous les équipements patrimoniaux doivent être financés par l'exploitation de ça. De la même manière, les plateformes doivent financer aussi les infrastructures de transport de la donnée pour permettre... Là-dessus, on a beaucoup de choses qu'on peut imaginer et qui peuvent être pensées. Je pense par exemple au patrimoine, qui est vraiment un gros sujet aujourd'hui, puisqu'il faut rénover ce patrimoine, notamment à l'aune des enjeux climatiques et de rénovation nécessaires, énergétiques, pour que leur coût d'exploitation baisse et que ça consomme moins d'énergie, etc. Aujourd'hui, les coûts de rénovation du patrimoine incombent pour l'essentiel au public. Comment on fait pour que tous les consommateurs de ce patrimoine payent ou financent une partie. Donc je te donne un exemple, par exemple. L'économie touristique est une économie énorme dans laquelle les touristes, quand ils viennent en France, plusieurs dizaines de millions, consomment du patrimoine. C'est même l'essentiel de ce qu'ils consomment, à peu près. C'est une grande partie de ce qu'ils consomment. Et ils consomment à la fois du patrimoine payant et du patrimoine privé, du patrimoine gratuit, pardon. Parce que les églises, c'est gratuit, il y a toute une série de monuments sur les territoires qui sont gratuits, on peut se balader partout, etc. Les paysages, d'une certaine manière, contribuent à ça aussi. Partout. Or, aujourd'hui, leur économie, qui est une économie florissante, ne contribue pas au financement de ce patrimoine. Donc, comment on fait, par exemple, pour, ne serait-ce que par exemple à travers la taxe de séjour, je peux te donner un exemple, avoir un surcoût de la taxe de séjour pour financer ce patrimoine. Donc ça serait une façon, si tu veux, de refermer la boucle. Donc c'est un exemple, j'en sais rien, il y a plein d'exemples qui circulent de ce type, mais c'est une façon de refermer la boucle pour faire en sorte que finalement, tous ceux qui profitent et qui consomment de ce patrimoine contribuent à juste proportion, finalement, au maintien, à la rénovation et au maintien de ce même patrimoine. Donc on a là, ce que je trouve intéressant dans la culture, c'est qu'on a là des laboratoires de tests de modèles économiques qui sont finalement, où on essaye de récupérer finalement la puissance de la multitude comme outil de financement des équipements. Et on l'a vu, ça a existé. Je donne deux exemples. Là, toujours, je reprends le cinéma parce que c'est ce que je connais le mieux, mais dans l'économie du cinéma, le billet de cinéma est un billet qui ne va pas intégralement aux producteurs ou à ceux qui ont fabriqué ou à ceux qui ont distribué le film. C'est un billet qui, en partie, refinance des œuvres plus fragiles, donc de la diversité, au travers du fonds de soutien du CNC, mais aussi finance, en partie, la rénovation des équipements quand il a fallu rénover les équipements et notamment passer aux écrans numériques, enfin aux projecteurs numériques dans toutes les salles en France, qui est intégralement équipée en France. Donc on voit bien qu'on peut recycler une partie des recettes. Alors évidemment, il faut qu'il y ait assez de recettes.
Mais pour qu'il y ait assez de recettes, et parfois on est contraint, on n'a pas assez de recettes, et que, je veux dire, il suffit pas de le dire. Donc, une façon d'augmenter l'assiette de recettes, il y a plusieurs façons d'augmenter l'assiette de recettes à l'échelle de n'importe quel équipement, c'est évidemment de développer des offres nouvelles. Bon, ça c'est sûr, on le voit avec les offres immersives, on le voit avec des offres de podcast, on voit y compris sur des lieux, etc. C'est ce que font beaucoup les musées au travers de leurs équipements. Mais on peut aussi l'imaginer à travers, finalement, une collecte de revenus à travers ceux qui en ont des usages via des externalités positives de ces équipements. Okay. Tu vois, essayer de repérer toutes les externalités positives de ces équipements sur les territoires. Et la culture a énormément d'externalités positives, c'est sa force d'ailleurs. Hein. Elle fabrique une nation, donc il y a plein d'externalités positives. Et donc comment on fait pour récupérer à travers ces externalités positives de quoi maintenir, pas gagner de l'argent, mais maintenir. Oui, parce que là, c'est beaucoup un sujet d'entretien, en fait, finalement. Là, je parle d'entretien, mais il y a aussi des déficits d'exploitation. Hein. Il y a aussi beaucoup de déficits d'exploitation. Il n'y a pas que l'entretien. L'entretien, c'est ce qui est le plus clair, mais il y a aussi des déficits d'exploitation. Donc, comment on fait pour tenir ça, tout ça ensemble ? Je t'écoute, et en fait, je trouve ça fascinant, parce qu'il y a quasiment un sujet où, aujourd'hui, à travers ce thème-là, se pose la question de, tu vois, ce qui relève du public, ce qui relève du privé. Et en fait... la question de la péréquation aussi, de dire, c'est toujours la blague de on va essayer de collectiviser les pertes et de privatiser les profits. Donc ça, c'est vraiment cette vision-là. Mais en fait, je pense que ce que je trouve intéressant, moi, dans cette affaire, c'est de se dire, non, on a besoin que ces deux écosystèmes se nourrissent et qu'ils puissent obtenir un sujet qui est fonctionnel. Et tu vois, tu parlais du ticket de cinéma. Et je pense au prix unique aussi, ou le prix protégé dans le livre. Le livre, bien sûr. En fait, ça, c'est des choses les qui petites sont... librairies, enfin, les petites, les librairies. Mais c'est très années 60, 70, je sais pas d'où ça vient. Malraux doit pas être très très loin dans cette affaire. Le billet unique, le prix unique du livre, c'est Jack Lang. C'est Jack Lang. Oh, bah, c'est plus... Oui, donc c'est 90 ? Non, à partir des années 80, je pense. 80. Je sais pas la date exactement. Ok. Mais du coup, ce que je trouve intéressant, c'est que tu vois, ce logiciel-là, dans les années 2000, je trouve qu'il s'arrête un peu en disant c'est un truc un peu archaïque. Tu vois, il y a beaucoup de critiques qui naissent et du coup, notamment à travers le développement du tout numérique, qui incarne une forme de, tu vois, la culture pour tous autour d'un Internet libre, accessible. Bon, voilà, la promesse a tourné un peu aigre entre-temps. Et du coup, je trouve que là, en ce moment, on a un peu comme un retour de balancier où en fait, on sent bien que, de toute façon, c'est même pas une question d'intention, c'est simplement qu'on sent bien qu'il y a un sujet de régulation collectif à avoir pour préserver les infrastructures, garantir des pratiques, éviter les monopoles de distribution ou de production, puisqu'en fait, au bout d'un moment, ça participe à un rétrécissement de la culture, puisqu'on l'homogénéise aussi. Donc, tous ces sujets-là apparaissent, et en fait, c'est applicable à la culture aujourd'hui, mais c'est applicable à tout le reste, bien sûr. Au transport, à l'industrie aujourd'hui manufacturière. On a des sujets qui sont similaires. En fait, on a plein de domaines où en fait, ces questionnements-là, où cette interface public-privé, comment est-ce qu'on recrée en fait finalement aussi un dialogue qui soit pas le tout public ou le tout privé, mais plutôt un modèle qui permette de développer ce dont on a besoin, parce que tu l'as dit, il suffit pas de le dire, il faut le faire, et donc pour le faire, il faut qu'il y ait à un moment des hommes, des femmes sur les territoires, sur d'autres territoires qui fassent des choses, et on a ce laboratoire là qui existe. Du coup, j'ai envie de te poser une question, c'est finalement... si on prend un peu, toi tu es habitué à travailler avec ces gens-là qui ont développé, on va réutiliser une forme de culture aussi, une certaine approche un peu, donc le mode projet, tu en as parlé beaucoup, je conçois, je déploie des projets, la capacité à faire des choses en étant petit puis à grossir rapidement, ça je trouve ça intéressant aussi. Est-ce que toi tu vois finalement des dynamiques un peu de compétences ou de comportements qui sont utiles en fait pour penser ou agir dans ce monde-là, que tu entrevois en termes de bonnes pratiques un peu à intégrer? De compétences, tu veux dire? De compétences, d'attitude, de posture même. Tu vois, je me dis à compétences, parce que tu disais tout à l'heure, il y a les compétences techniques, mais en fait, finalement, c'est pas forcément ça le plus dur. Il y a beaucoup la question des postures, qui sont super importantes. Donc, je serais curieux d'avoir ton regard un peu là-dessus. C'est une bonne question, ça. Déjà, pour abonder dans ton sens,
Oui, la culture est un bon laboratoire parce que c'est vraiment, tous ces sujets sont au cœur de ces questions culture, politique culturelle, industrie culturelle et créative. On a toutes les questions qui se jouent. Et tu vois par exemple le mot de souveraineté qu'on entend à toutes les minutes aujourd'hui. La première des souverainetés, encore une fois, comme je le disais, c'est de raconter ses propres histoires. La première des souverainetés. Donc c'est d'abord la culture. C'est notre ADN. C'est la première de toutes les souverainetés, avant d'avoir des usines. c'est sûr, bien sûr, c'est très important. Et aujourd'hui, cette souveraineté, elle est mise à mal, notamment à cause du numérique, parce que le numérique a concentré les canaux de distribution. Donc en concentrant les canaux de distribution, on a vu des majors, les GAFAM, etc., et d'autres, prendre des positions dominantes à un endroit qui est clé pour la culture, c'est-à-dire la distribution. Donc c'est un sujet. Donc tu vois, cette question-là, et tu vois, cette question-là n'existait pas dans le débat public il y a peut-être 4-5 ans, j'en sais rien, peut-être 6, tu sais mieux que moi, j'en sais rien. Enfin, on parlait peu, on ne disait pas que la France était une colonie numérique, quoi. Aujourd'hui, ça se dit. Ouais. Ça s'entend. Et donc ça, je trouve que c'est vraiment intéressant, et ça, c'est un point très important, d'où l'intérêt qu'il y a pour ce secteur d'activité, ou ces secteurs d'activité. Maintenant, les compétences, moi, personnellement, il faut plein de compétences comme toujours, etc. Mais je peux parler comme mon expérience personnelle. Mais j'ai beaucoup appris dans l'industrie du cinéma, dans une petite société de production, parce que cette idée de l'économie de projet, en fait, elle a été vraiment incarnée. C'est quoi une société de production, que ce soit d'ailleurs dans le cinéma ou dans le théâtre, ou peu importe. C'est au fond très peu de personnes, 1, 2, 3 personnes, on va dire le producteur et les gens qui travaillent avec lui, qui imaginent un projet, qui ont une intention à un moment, et qui vont tenter de concrétiser ce projet avec très peu d'outils. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont d'abord essayer de construire finalement un attelage artistique autour de ce projet, avec un scénariste, un réalisateur, un auteur, enfin que sais-je. Donc construire un attelage artistique, c'est-à-dire construire une incarnation de ce projet, l'écrire, c'est déjà un champ, ça prend du temps, mais c'est écrire la vision, pas autre chose qu'écrire la vision dans une stratégie ou un plan, on retrouve dans l'exercice de stratégie. Et puis ensuite, convaincre suffisamment de gens pour venir financer ce projet. Dans une compétition monstrueuse. Encore une fois... Parce que personne t'attend, t'attend, il y a beaucoup d'autres projets, etc. Ouais. Donc, il y a toute une stratégie à agréger les bons talents pour être convaincant, avec le bon contenu, et puis toujours avec cette idée de venir raconter quelque chose qui touche le public ou qui a un intérêt pour le public, ce qui est un pari fou, on n'en sait rien à l'avance en réalité. Oui, parce que c'est toujours ce truc-là il y a une proposition, et après, comment cette proposition va être reçue. Voilà, c'est un peu un hasard. Il faut quand même avoir fait tout le reste avant. Ça se travaille un peu, mais enfin c'est quand même une loterie. Et donc construire ça, ensuite produire, fabriquer, et bien fabriquer, pour l'argent qu'on a. C'est souvent d'ailleurs des logiques de design to cost. C'est-à-dire qu'on a rarement... Il y a quelques films qui ont beaucoup d'argent, mais la plupart manquent d'argent. Donc il faut faire le film sous contrainte. Donc vraiment. C'est une approche sous contrainte. Un film, c'est au minimum 40 corps de métier. Au minimum 40 corps de métier. Très technique. L'ingénieur du son, c'est un métier très technique. La post-production, c'est un métier très technique. La caméra, c'est un métier très technique. Donc, c'est des gens qui ont leur langage, leur sémantique, leur monde à eux, et qui, dans le process de fabrication d'un film, vont passer leur temps, toi en tant que producteur, à t'expliquer leurs contraintes, et toi à essayer de répondre à leurs contraintes, parfois essayer de les contourner, mais répondre à leurs contraintes. Et ils ont des métiers techniques, tu comprends pas toujours leur langage. Quand il y en a deux qui sont pas d'accord, c'est très difficile d'arbitrer entre les deux, parce que tout le monde ment, si j'ose dire, pour finalement faire valoir son précaré artistique ou sa volonté d'avoir plus de choses. Et puis il y a beaucoup d'ego aussi dans la fabrication d'un film, parce qu'il y a des artistes, des réalisateurs, des stars, des choses comme ça. Donc tu construis un projet sous contrainte financière, en un temps limité,
avec un écosystème de gens qui sont très techniques et de l'ego par ailleurs, et tout ça, il faut l'amener à bon port. En combinant 2 échelles de temps, qui est l'échelle de temps très long du développement, où tu fais le mendiant parce que tu cherches de l'argent, t'attends partout, etc. Ce qui est épuisant. Le développement d'un projet, c'est 2, 3, 4, 5 ans. Enfin, je veux dire, c'est des ordres de grandeur normaux. Et puis ensuite, la fabrication elle-même, c'est très court, c'est concentré sur quelques semaines. Super intense, etc. Enfin, le monde va s'écrouler toutes les 5 minutes. Enfin, ce genre de truc. Et donc, tu bascules entre ces échelles temps court, temps long. Et puis, à la fin, tu dois vendre tu l'as vendu une première fois pour le fabriquer, puis ensuite il faut le vendre au public, et donc avec toutes les logiques de marketing, de distribution, de canaux, etc., qui sont vraiment des logiques au cœur de l'économie de l'attention, c'est-à-dire comment le projet que j'ai fait va trouver une place dans l'espace mental de mon public, qui est par ailleurs submergé de propositions diverses et variées, il y a trop d'offres. Donc tout ça, tout ce process-là est extraordinairement, instructeur. On y apprend on apprend énormément de choses. On doute à tous les étages, tout est compliqué, etc. Et bon, c'est enthousiasmant parce qu'on est tiré par une proposition qu'on a envie de pousser. Donc, pour moi, ça a été l'école. C'était vraiment l'école. C'est là que j'ai le plus appris. Et c'est là où j'ai... et c'est cette méthodologie-là que j'ai essayé, d'ailleurs, un peu comme ça, par capillarité, de proche en proche, d'apporter dans mon métier de conseil, où justement, quand je suis arrivé dans le conseil, je suis d'abord entré dans le monde de la stratégie, dans le monde de la fabrication du papier, et puis très vite, je me suis dit, mais non, il faut faire. Et s'il faut faire, il faut rentrer dans une économie de projet, il faut agréger les bonnes compétences, il faut prendre le temps de la conviction au départ, qui peut être un temps long, et puis ensuite, le temps de l'exécution est un temps rapide, mettre les bonnes personnes autour de la table, personne ne va jamais dire la même chose, mais il faut aligner ces gens pour arriver à bon port, et puis délivrer le projet. Donc ça a été mon modèle mental. Voilà. J'adore cette conversation. Ça fait sens beaucoup sur des choses du coup que j'ai vécues aussi et sur ce que tu as amené aussi dans tes équipes en fait. Je comprends le logiciel. Oui. Toi tu l'as expérimenté en effet. Non mais du coup c'est super. Parce que tout ce que tu as mentionné, les compétences, les postures, ce que tu as amené. Moi, je l'ai toujours beaucoup ressenti, moi, à titre personnel, mais je sais que pour tous les gens avec qui je travaillais, c'était pareil, et on le ressentait assez fortement. Et c'est juste que là, on a une trame, en fait, de comment ça s'est construit, et comment, en fait, ça s'est organisé aussi. Tu as souvent cette phrase qui est l'innovation, c'est appliquer quelque chose à un autre endroit. Je trouve que c'est très vrai, en fait, sur la question du changement de manière générale. La créativité, le raisonnement sous contrainte, le fait de continuer à avancer dans l'incertitude. On ne sait pas ce qui va se passer. Moi, je pense que, je me rends compte de ça. C'est qu'il y a pour beaucoup de gens, c'est difficile en fait, cette idée-là. Alors que maintenant, moi, je pense que 99% de mon existence, je la conçois en ne sachant pas ce qui va vraiment se passer dans les semaines qui viennent. Qui sait ce qui va se passer voilà. Mais c'est une chose difficile entre le concevoir et l'accepter en fait. C'est-à-dire le lâcher prise aussi. Le côté, tout à l'heure, en introduction de ce podcast, on parlait beaucoup des 2 temporalités. Le temps long et le temps court. Oui. Le fait de dire d'être tiré par un objectif ultra fort à moyen terme, et en même temps d'être super concentré sur le jour après jour pour essayer de faire avancer la démarche. Tout ça, je trouve que c'est des postures en fait, plus que des compétences de mon point de vue. Alors évidemment, ce sont des postures qu'on améliore avec le temps et tout, mais qui correspondent finalement à une forme d'ADN aussi de faire des trucs dans un monde qui tangue et dans lequel en fait on accepte de ne pas maîtriser tous les tenants et aboutissants. Et je trouve ça super enthousiasmant parce que tu sais, tu parlais de l'horizon est bouché, comment est-ce qu'on construit un avenir aussi. Je trouve que cette méthode-là, cette approche par ok, on a une intention, tu as parlé d'intention, on va essayer de la réaliser coûte que coûte, on verra bien à la fin si ça marche, mais au moins on va se mobiliser, on va réussir à se mobiliser collectivement pour essayer de faire avancer les choses. Je trouve que c'est très puissant en termes de de récit collectif en fait. Je dis toujours, moi, mon principal concurrent, c'est ne pas faire. Il est vraiment fort. Celui-là. Il est vraiment fort, ce concurrent. Il est vraiment fort.
nous avons toujours plus de raisons de ne pas faire que de faire. De raisons intelligentes. Hein. Il y a toujours plus de raisons de ne pas faire que de faire. Donc c'est contre lui qu'on lutte, surtout. Quand on essaye de construire des projets dans l'incertitude, dans la difficulté, en étant sous-financé, etc. Ne pas faire, c'est plus facile. C'est plus facile. Et donc j'ai toujours cette idée en tête. Hein. Donc pour moi, innover, c'est faire quelque chose, hein, souvent. Hein. Donc ça suffit, hein, c'est déjà pas mal. Et donc le principal contraire, c'est de ne pas faire. Et donc c'est pour moi, ça c'est un moteur. La deuxième chose que j'ajouterais sur la question de naviguer dans l'incertitude, c'est que j'essaye tant bien que mal, ce qui n'est pas toujours facile dans nos environnements un peu contraints de conseil, parce que c'est quand même un peu formaté. Même si on y introduit du chaos, c'est quand même un peu formaté. C'est le mélange des compétences. Ça, je pense, c'est vraiment important. Et ça, c'est deux apprentissages. Ça m'est venu de deux endroits. Ça m'est venu d'abord du cinéma. On mélange des compétences qui n'ont rien à voir entre elles. Voilà. Il n'y a aucun rapport entre un chef déco ou un constructeur qui est un menuisier, en fait. Hein. C'est ça son métier. Et puis, le mec super technique à l'image, le chef-op, ou qui travaille avec le chef-op. Il n'y a aucun rapport. Il n'y a vraiment aucun rapport. Et ces gens vont parler le même dialogue et vont réussir à trouver une façon de construire un projet ensemble. Donc, le mélange des compétences, ça, je pense que c'est un truc qui est vraiment utile. Et donc ça me vient plutôt de ce monde-là. Et puis, il y a autre chose qui me vient d'un autre monde, qui est plutôt le monde de la recherche. Quand j'ai commencé ma carrière, je faisais plutôt de la recherche. Bon, j'étais mathématicien, donc j'ai commencé à faire un peu de recherche. Pas longtemps, enfin j'en ai fait un peu quand même. Et c'est vraiment... Je pense que ce qui m'est resté, c'est la posture face à un problème ouvert. Quand tu fais de la recherche, tu es face à un problème ouvert. Normalement. Et donc, tu es face à un problème ouvert, surtout en maths, c'est vraiment bien segmenté, on va dire. Tu te lances dans une thèse, bon, t'es un peu encadré par ton prof, qui normalement t'a pas planté parce qu'il t'a mis sur un sujet qui normalement t'arrivera à se dénouer, mais c'est pas sûr. Ouais. C'est un très grand stress d'être face à un problème ouvert et de se dire je vais pas le résoudre. T'en sais rien en fait, et personne n'en sait rien. C'est pas ton prof qui a la solution, mais qui te la cache le temps que tu la trouves. C'est pas vrai du tout. Tu sais pas en fait. Et cette question de naviguer dans l'incertitude assez fondamentale, parce que quand t'es jeune thésard, c'est un peu stressant quand même. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas le point d'arriver, quoi. C'est un peu stressant, il la faut cette thèse. Et donc, et puis après, une carrière de chercheur, c'est encore pire. Hein. Les bons chercheurs en maths, d'ailleurs, c'est entre 20 et 30 ans. Hein. Après, ils ont tout trouvé avant 30 ans en général. Hein. Bon, j'exagère un peu, mais c'est jeunes chercheurs. C'est pour ça la médaille Fields. C'est pour ça que la médaille Fields est assez jeune, parce qu'en fait, en vrai, ils ont tout trouvé à ce moment. C'est le moment où on est le plus crédible. Mais c'est un moment où, quand même, moi j'ai connu des mecs très très bons en maths, vraiment des génies, qui étaient face à des problèmes insurmontables. Le tunnel mental. C'est super dur. Et donc, tu défriches millimètre par millimètre, je sais pas, ça doit ressembler à l'archéologue qui fait au pinceau une montagne, quoi. Enfin, j'en sais rien, ça ressemble. Tu défriches millimètre par millimètre, etc. Tu construis une conviction, t'es pas sûr, t'hésites, tu formules des hypothèses qui se révèlent fausses, tu fais un lemme, ah ouais, mais finalement ça sert à rien, ou un autre l'a trouvé, ou je sais pas quoi. T'es que là-dedans. Puis à un moment, il y a un truc qui te trouve, c'est moins bien que ce que t'espérais, mais enfin, c'est une petite avancée quand même. Ça le mérite d'exister. Non, mais t'as avancé le schmilblick très légèrement. Et donc, il y a deux choses que tu apprends là-dedans. La première, c'est que c'est naviguer dans l'incertitude et être face à un problème ouvert et essayer de le comprendre dans ses aspects les plus fondamentaux. Et la seconde, c'est que, contrairement aux apparences, c'est un travail collectif. C'est-à-dire que tu ne fais que bâtir sur ce que d'autres ont fait avant toi, en même temps, à côté, etc. Parce que la recherche, c'est le métier, je pense, où on voyage le plus, puisqu'on passe son temps à rencontrer des gens et à discuter avec des gens et écrire des papiers avec d'autres gens, etc. Du coup, ça m'a aussi beaucoup appris, parce que j'ai bien aimé le métier du conseil. Au début, enfin, non, même encore aujourd'hui, j'ai bien aimé le métier du conseil, parce que j'ai toujours abordé les questions qui nous étaient posées comme un problème ouvert. Comme un problème que je ne comprenais pas. Je ne sais pas,
On me demande ça, mais j'en sais rien, moi, comment on va monter ce projet. Aucune idée, comment on va faire, je ne sais pas en fait. Mais on va trouver une solution. Voilà. Et c'est là où se met en place la mécanique de je ne sais pas, et puis toute la méthodologie du mode projet, et ben on va quand même y arriver, parce que le principal moteur, c'est de répondre à une question à laquelle on ne sait pas répondre. Ça pour moi c'est mon moteur, et ça je trouve que ça vient de la recherche, et je regrette énormément, qu'il n'y ait pas suffisamment de gens qui viennent de la recherche dans le monde économique. C'est pas vrai dans tous les pays. Il y a des tas de pays où les chercheurs, on va dire les gens qui ont fait une thèse, vont dans l'industrie, etc. En France, beaucoup moins, parce qu'on a les grandes écoles qui, finalement, jettent une ombre sur ce parcours-là qui va plutôt dans la recherche et l'enseignement. C'est dommage. On devrait avoir beaucoup plus de passerelles, parce que la méthodologie de la recherche, qui au fond, est face à un problème ouvert, sincèrement, tous les problèmes qu'on nous pose aujourd'hui sont des problèmes ouverts, en vrai. Alors, on fait des réponses parfois sur étagère, on fait parfois des réponses où on va raisonner par analogie, donc c'est pas de la science dure, on est d'accord. Mais si on s'y penche sérieusement, il y a tout le temps une dimension très ouverte, où il n'est pas interdit de renverser la table, il n'est pas interdit de penser autrement, il n'est pas interdit de faire autrement. Et c'est ça, le moteur, qui est le mien. Donc, je pense que c'est d'abord ça, et le cinéma, c'est plutôt une méthode. Okay. C'est plutôt ça, le driver, et ensuite, le méthode, le mode projet, si j'ose dire. C'est une méthode parmi d'autres, il y en a sans doute d'autres. Et du coup, le côté atypique dans le conseil qui est le mien, c'est que je m'intéresse qu'au problème ouvert, en fait. Quand le truc est déjà, bon, ok, c'est de la prestation, en fait. C'est autre chose, c'est un autre métier. C'est pas du conseil. C'est de la prestation, c'est autre chose. Il faut bien exécuter en temps et en heure. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas ces lettres de noblesse à le faire. Il y a d'autres défis, mais c'est pas celui-là. Là, je pense, moi, dans le conseil, et surtout dans le conseil, aujourd'hui, c'est-à-dire dans un monde où nos clients, comme nous, ils sont comme nous. Bon, ils ne savent pas de quoi demain sera fait. Ils ne savent pas demain s'ils auront plus de financement, s'il y en aura encore, etc. Ils ne savent pas si les technologies ne vont pas les remplacer demain matin pour une raison X ou Y, ou comment les technologies vont impacter leur vie, tout simplement. Ils ne savent pas s'il ne va pas y avoir un virus qui va remettre tout le monde chez lui la semaine prochaine. Ils ne savent pas s'il ne va pas y avoir la guerre. En fait, ils ne savent rien. Moi, je suis comme eux, j'en sais rien non plus. Et donc, du coup, réfléchir dans un monde comme ça, c'est intellectuellement plus intéressant. Après, c'est plus dur à vivre, mais c'est plus intéressant. Moi, sur ce sujet, j'ai vraiment toujours deux idées qui me traversent. C'est-à-dire que moi, à titre individuel, le fait d'avoir fait ça pendant quelques années quand même, à quel point ça m'a changé. Sur mon tempérament profond aussi, qui était pas du tout, faut dire, la question de l'avenir et de l'incertitude. C'est pas un truc que je vivais très bien de manière générale, quoi. J'étais plutôt stressé, alors que je trouve que je me suis déconnecté justement de ce sentiment-là assez profondément, parce que justement le fait de vivre des moments où tu acceptes de lâcher prise longtemps, mais qu'à la fin ça sera bien. Oui. Je trouve que tu développes. Si c'est pas bien, c'est que c'est pas la fin. Ouais, voilà. c'est ce que tu nous disais tout le temps. Et moi, je l'ai vraiment retenu parce que je pense que c'est un truc aujourd'hui où. Mais oui, il y a des semaines, ça bug dans tous les sens. Et c'est là, et c'est des moments, des fois ça devient des mois, c'est compliqué et compagnie. Mais dans le fond, je trouve que je suis devenu très à l'aise, justement, avec cette idée que. Peu importe le chemin, à la fin, comme ce qui est drôle, c'est le chemin et de le construire, c'est pas grave en fait. Tout ça, c'est plus un jeu. Il faut réassembler des trucs, on n'a pas encore trouvé la bonne manière de craquer le problème. Oui, on sait pas, mais comme tout le monde, de toute façon, au pire, il y a des gens qui font semblant, donc voilà, et tant mieux pour eux, mais nous, on essaye d'avancer. Ceux qui font semblant, et je leur tire mon chapeau, mais ils sont de moins en moins convaincants. Parce que le monde est quand même aujourd'hui, il aide pas quand même. Non, je pense faire semblant de savoir aujourd'hui, c'est quand même. Faut être... Ouais, il faut... Je pense que c'est une question d'ego, je pense. Voilà. Moi, je m'y risquerais pas, non, c'est difficile. C'est difficile. Après, on voit bien qu'on peut être contredit à tout instant par le monde tel qu'il va. Ouais. En fait, ça permet de sortir du yaka faucon aussi. C'est-à-dire qu'on se comprend bien que quand on essaye de dénouer les choses, probablement que... Moi, je vois plutôt des directions. On dit il y a des endroits où on prend moins de risques à aller dans cette trajectoire,
à essayer de faire plutôt ça. Je le vois plutôt comme ça en disant, on trace des chemins aujourd'hui, et il y a des chemins où je me dis, quand même par rapport à notre historique, ça nous emmène pas dans un truc qui va être sympa. Et à l'inverse, il y a plutôt des trajectoires qui me disent, je sais pas si tout sera parfait, mais peut-être qu'on va avoir derrière de la capacité à négocier des choses ou pouvoir construire quelque chose de plus à partir de ce qu'on aura déjà fait. Ça fabrique un optimisme de l'action. Oui. Dans un monde où le pessimisme est quand même une pente naturelle. Surtout quand le plus simple, c'est de ne rien faire. Et ça, c'est un peu la deuxième dimension. Moi, je me suis rendu compte aussi avec le temps que finalement, j'adorais crafter des trucs et essayer de bâtir maintenant. C'est le truc qui m'amuse le plus. C'est ça. Et que, à l'inverse, quand je rencontre des gens des fois qui sont très pessimistes vis-à-vis de l'avenir, le point commun qu'il y a toujours un peu, c'est beaucoup de difficultés à passer à l'action. Et tu vois, cette espèce de courbe de finalement les gens qui essayent de construire des trucs, même imparfaits, ou c'est de briques et de broc, qui savent pas ce qu'ils font, sont toujours plus positifs que les gens qui voient les problèmes, effectivement, mais qui n'arrivent pas à essayer de se dire, on va essayer quand même de les résoudre ou d'entrer dans une logique de on va bricoler quelque chose pour essayer que ça tienne. Et je trouve que cette culture-là, elle est, pour moi, elle est intéressante parce qu'en fait, elle traduit aussi, finalement, peut-être aussi un changement de monde aussi. C'est-à-dire que comme tout devient instable, tu vois, on ne peut plus regarder le monde comme on regarderait une chaîne de production industrielle en disant, voilà, ça dysfonctionne, maintenant ça dysfonctionne, mais il faut le régler, quoi. Essayer de le régler un peu. Même si c'est imparfait, même si machin et compagnie. Et c'est notre métier, hein. C'est ce qu'on nous demande, c'est ce qu'attend de nous, enfin, de ce que je comprends, c'est ce qu'attend de nous le client. C'est-à-dire... faire du conseil, c'est être capable d'avoir de l'empathie, de comprendre le problème qu'on nous pose et de mettre du cœur à l'ouvrage pour le résoudre. Hein. Et encore une fois, le conseil tel que je le pratique, tel que tu le pratiques, qui est une partie du conseil, c'est pas tout le conseil. Hein. Aujourd'hui, donc on va dire entre stratégie et opérationnelle, c'est un conseil dans lequel on demande des résultats, en fait. Donc, pour produire des résultats, il faut faire quelque chose. C'est clair. Et moi, je pense que c'est une posture qui est vraiment importante parce que elle fait la différence, en fait. Elle fait un peu la différence. Ouais. Et il n'y a pas de mode d'emploi. Non, il n'y a pas de mode d'emploi. En fait, je le vois vraiment comme... il y a des pierres, des points d'ancrage auxquels tu peux t'appuyer, parce que la créativité, c'en est une. La créativité, la frugalité, la capacité à faire des choses sous contrainte en disant, t'as pas besoin de tous les moyens pour essayer de faire un truc. Non. Tu peux quand même essayer de faire un truc qui fonctionne, qui ressemble à quelque chose pour essayer d'avancer. Il y a des points d'attache un peu comme ça qui est d'accepter de se perdre aussi, tu vois, et de pas voir ça comme un problème aussi. Le côté, au début, je sais pas bien où je vais. Sur un problème. Ça, j'ai eu beaucoup d'anecdotes là-dessus. Tu veux nous en donner ? Non, mais j'ai beaucoup d'anecdotes. Comme tu dis assez justement, c'est quelque chose qui peut stresser, qui peut mettre de l'angoisse dans la façon dont on avance dans un projet. Tu m'avais envoyé sur un territoire, j'étais vraiment dans l'inconnu complète. Et en fait, j'étais en train de vivre un tunnel mental à ce moment-là, de se dire, mais... je sais pas ce que je vais faire. Je vais le faire, hein, mais ça va être compliqué dans cette affaire. Mais en même temps, je trouve qu'il y a une incroyable méthode d'apprentissage aussi. En fait, hein, parce que du coup... Après, il faut que les gens soient curieux, il faut que les gens soient inspirés, inspirants. Il y a une dimension de... Comment dire c'est pas juste lâcher les gens sans rien. Non, ça marche pas, ça. Mais il faut... comment dire, j'attache une grande importance, en fait, aux convictions des uns et des autres. C'est-à-dire à qui ils sont vraiment, plus que les compétences. Plus que les compétences, on va dire, académiques. Voilà. Même si on est dans un métier où les compétences académiques ont un certain seuil, je veux dire, on ne descend pas en dessous d'un certain seuil dans le métier, parce que c'est le mode de recrutement. Mais beaucoup, qui sont les gens, et du coup, quel est un peu leur driver pour essayer à la fois de m'appuyer sur eux, sur ce qu'ils sont, parce que j'ai besoin d'eux, et en même temps les aider à aller un cran plus loin dans la direction qui est la leur. Ça, je pense que c'est vraiment important de tenir compte de ça. Et moi, je suis très... tous les gens avec qui j'ai travaillé, que j'aime beaucoup,
tu vois, c'est pas une phrase. J'aime beaucoup les gens avec qui j'ai travaillé. Je pense qu'ils m'ont tous appris un truc. C'est au singulier, au sens générique. Beaucoup de trucs qu'ils m'ont appris. Mais ils m'ont tous appris beaucoup de trucs parce que j'ai été avide d'apprendre de leur regard parce que le mien n'est pas complet. Ne couvre pas tout, en fait. C'est une de tes grandes caractéristiques, même, c'est que dans les structures de conseil, c'est souvent très pyramidal. Bien sûr. Et donc, la question de la hiérarchie est très forte. Toi, jamais. Ouais, en fait, c'est toujours des structures d'équipe très horizontales, en fait, où tu es plutôt au milieu des gens. Où tu avais beaucoup, du coup, de... Mais parce que les plus jeunes ont beaucoup de choses à nous dire. Beaucoup de choses à nous dire. Les plus jeunes ont beaucoup de choses à nous dire. Ils ont certes pas les compétences encore, etc., mais ils ont beaucoup de choses à nous dire. Et encore une fois, quand tu relis ça au fait qu'on regarde un problème ouvert, quand on fait une exécution, la structure pyramidale, c'est top. Ouais. Parce que tout le monde est à sa tâche, et il faut conduire le bateau, et il avance, et il n'y a pas de sujet. Quand on est face à un problème ouvert, la solution, elle peut arriver du mec qui est arrivé la semaine dernière. Hein. Parce que tout d'un coup, il va dire un mot, parce que tout d'un coup, il va regarder le problème d'un autre truc. Ah ouais, pourquoi pas. Enfin, il n'y a pas d'idée bête, en fait. Non. Il n'y a pas d'idée bête. Et je trouve que, comment dire, encore une fois, dans la conjugaison des compétences, plus il y a d'altérité, mieux c'est. Plus d'altérité, mieux c'est. Altérité générationnelle, altérité de milieu social, altérité de formation, altérité de conviction aussi, de conviction, etc. Tout ça. Et ça, mieux c'est. Mieux c'est parce que ça va nous aider à élargir notre champ de prospection pour trouver le chemin critique pour le faire. C'est vrai. C'est quand même une super offre de singularité, ça, je trouve, quand même, d'apporter un regard différent, une capacité à résoudre des problèmes compliqués. Un peu le côté... Alors des fois ils sont pas très durs, hein, les problèmes, mais parfois ils sont très compliqués. Mais c'est ça le truc. En tout cas, toujours la logique, je veux résoudre ce problème. Et tu vois, même quand tu as une offre, on va dire sur étagère, bon, très bien, parce qu'on est incité, on va dire, dans notre approche commerciale à avoir des choses sur étagère ou on va dire des trucs. Je me rends compte, et parfois ça a été des difficultés commerciales, hein, je me rends compte que moi quand j'arrive et que je dis voilà ce qu'on fait, voilà ce que je veux faire, le sous-texte c'est voilà comment on va faire ensemble, mais je sais pas bien comment on va le résoudre. Et des fois c'est pas bon, hein, commercialement, des fois c'est pas bon. C'est pour ça que je m'écarte de plus en plus des slides, des trucs préfabriqués à l'avance, parce que en fait ils figent la pensée. Oui. Ils figent vraiment la pensée. Et c'est très frappant, hein. C'est très très frappant de voir ça, parce que c'est même des postures de... On le voit même dans les postures de... Tu vois, dans une conversation, on est vers l'avant, oui. On discute, etc. Tu regardes un jeu de slide, t'es vers l'arrière, et t'es en situation de passager dans la bagnole, en fait. T'es plus en situation de conducteur. Ouais. Ça se voit à la posture physique. Et du coup, on n'est plus, en fait, dans l'interaction et dans la capacité à faire ensemble. Donc c'est très dangereux, en fait, ces objets-là. Alors, il y a des moments, c'est utile, etc. Je passe, évidemment. Mais dans les moments clés, c'est pas ça qui compte. Et c'est plutôt... c'est même parfois un peu contre-productif de mon point de vue, si on veut faire avancer. Et encore une fois, si on a la volonté d'aller un cran plus loin et de vraiment résoudre un problème ouvert. Tu sais que ça a été un gros sujet avec Sarah. Bah oui, parce que dans le monde de la formation, pour le coup, bien sûr, on achète une formation sur l'étagère. On achète une formation, puis du coup, il y a finalement la question beaucoup des contenus, des contenants et du rythme. Et du coup, comment est-ce que... c'est quoi la juste place de la slide dans tout ça et on s'est beaucoup posé la question, parce qu'effectivement, tu vois, c'est vrai qu'à la fois, des fois, pour avancer dans la montée en compétences sur certains sujets, tu as besoin de contenu, et donc les contenus écrits sont des... Et c'est vrai que, par contre, ce que tu évoques, le côté, quand je suis dans une posture où je reçois, et je peux facilement devenir spectateur, ça peut être un problème, en fait, parce que je m'approprie plus le sujet. Quand je suis dans une logique de discussion, ça peut être super intéressant, mais des fois, ça va dépendre aussi du niveau d'entrée dans la discussion, parce que la personne, il lui manque peut-être beaucoup d'éléments pour juste se sentir légitime à discuter d'un sujet. Donc, tu vois, ça je trouve que c'est vraiment intéressant, parce qu'en fait... mais tu vois, regardez vos jeux sérieux, tu m'en parlais, ce que ça produit, c'est surtout de l'informel. Oui. Et ce que ça produit de grande valeur, c'est surtout de l'informel. Ouais.
Et du coup, ça réinterroge, etc. Les contenus que vous avez mis au départ pour créer de l'input et pour que ça discute, etc., on s'en fout en fait. Ouais. Après, c'est surtout informel. Bien sûr, ouais. Et donc, tu vois, la valeur, elle est cachée à cet endroit-là. Et donc, votre capacité d'analyser ça, de le restituer, de trucs, tu le sais pas à l'avance en fait. Non, tu sais pas à l'avance. Et en même temps, le cadre de départ, il compte aussi, parce que des fois, il peut être bloquant pour les gens s'il n'y a pas ça. Mais c'est là où je trouve que c'est hyper intéressant, parce qu'on voit c'est une dialectique entre c'est une dialectique, parce que aussi, encore une fois, l'incertitude, elle n'a pas que des vertus. C'est-à-dire qu'elle peut produire de la sidération et du coup du blocage. Donc il faut faire attention. Il y a des moments, il faut au contraire être assertif, forcer le train à avancer, quitte à ce que revenir en arrière après, mais parce qu'il faut faire attention au point de blocage. Donc non, il faut jouer avec les deux. C'est un déséquilibre permanent. C'est un déséquilibre permanent. Il faut organiser un déséquilibre permanent, et donc c'est un jeu d'arbitrage. Il n'y a pas de recette, mais il faut créer ce déséquilibre pour forcer à aller trouver ce qu'on cherche, ou aller avancer dans la direction qu'on veut, ou simplement à aligner les parties prenantes aussi simplement ça. Ouais. Donc oui, j'insiste sur un des aspects parce que c'est celui qui est moins connu, mais il faut les deux en fait, bien sûr. La question du rythme, de comment est-ce que tu entretiens ce truc-là, et c'est la chute contrôlée en fait. La question du mouvement, c'est la chute contrôlée. Ouais, le mouvement. Mais tu vois, par exemple, tu parlais des slides à l'instant. Moi, de plus en plus maintenant, et j'ai mis du temps à changer de posture là-dessus, de plus en plus aujourd'hui, je pense que c'est très nécessaire de faire des notes et pas des slides, même si j'ai beaucoup critiqué les notes parce qu'il y en a des fois pléthore, etc. Mais en fait, ce qui est caché dans les slides, c'est les articulations de l'argumentation. Oui. Elles sont cachées. Souvent des dessins, des schémas. Il y a beaucoup d'hypothèses sous-jacentes qui se discutent ou qui ne sont pas comprises, tout simplement. Et les notes qui racontent une histoire, qui donc racontent un cheminement intellectuel. Alors, notes pas faites avec ChatGPT, des notes vraiment écrites, qui peuvent être accompagnées par ChatGPT, mais qui sont vraiment écrites, sont absolument fondamentales. Ça peut être fondamental, en fait. La question du fil rouge. La question du fil rouge. Quelle histoire on raconte et comment elle tient debout, c'est super important. Et ça, je ne sais pas si on va se relancer là-dedans, mais c'est vrai que ce truc-là du fil rouge, dans l'expérience que tu évoquais autour de la gestion de projet, le fait de construire un film, on est très tiré par qu'est-ce qu'on cherche à atteindre, et en fait on raconte une histoire tout au long de quoi on a besoin durant l'histoire, quels écueils on va connaître ensemble, quels défis on va devoir surmonter, quels adversaires on va devoir vaincre, quelles ressources on va trouver entre nous pour... on retrouve aussi ce truc-là de la narration finalement, et en tout cas sur la question des contenus, je trouve beaucoup qu'effectivement, à l'heure où produire un contenu ça coûte quasiment zéro en fait, parce que on a une IA qui le fait à ta place et tout, la question de l'intention et de qu'est-ce que tu cherches à raconter et comment tu comptes transmettre, en fait ça prend beaucoup plus d'importance. Et effectivement, les notes, le fil rouge, une espèce de pensée structurée aussi en fait, c'est-à-dire cette pensée-là c'est toi et pas quelqu'un d'autre. Tout à fait. Tu vois, ça donne une forme de singularité encore une fois qui est très forte. L'IA, encore une fois, nous interroge sur ce point-là. Elle nous bouscule parce qu'elle produit une réponse sur étagère immédiate qui, si on se laisse, si on est un peu paresseux et machin, peut très facilement se substituer à nous. Donc ça, c'est un vrai défi qui nous est lancé. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'utiliser. Au contraire, il faut l'utiliser. Mais attention, c'est pas seulement l'homme dans la boucle. Pour moi, le bon process, c'est homme, machine, homme. Ouais, en entrée et en sortie. Ah oui, très important. Et souvent, les deux bords sont négligés. Et l'investissement aussi, ça c'est un des points que je regrette beaucoup, c'est que quand tu as une boucle homme, machine, homme, souvent tu as tendance à plutôt investir sur machine. C'est-à-dire les masses d'investissement, les milliards d'investissements, ils sont faits sur machine. Alors que probablement qu'il faudrait les faire sur homme en amont et homme en aval. Et ensuite, quand tu regardes homme en amont, homme en aval, quand il y a l'homme quand même dans la boucle, on arrive facilement à dire aux gens qu'il faut relire ce qui a été écrit, ça c'est vrai. Et d'ailleurs les IA se sont améliorées parce qu'elles donnent les sources, etc. Donc c'est plus facile à relire. C'est plus difficile de dire homme en amont.
Parce que homme en amont, c'est pas le prompt. Mm. C'est pas le prompt homme en amont. Même C'est l'intention. C'est l'intention. C'est qu'est-ce qu'on cherche à dire, comment on construit, etc. Et ça, c'est la même angoisse de la page blanche. Mais donc, c'est pour ça que si on ressent pas l'angoisse de la page blanche, c'est qu'on a merdé dans le process. Parce qu'à un moment, il faut quand même se poser quelle intention. Ouais. Alors évidemment, l'IA est un compagnon, donc tu peux lui poser des questions débiles, etc. Il te donne des trucs. Il t'aide dans le vide, il peut t'aider à mettre quelques jalons, quelques points d'ancrage. Mais c'est très important, avant de s'embarquer, d'avoir une intentionnalité. Et d'ailleurs, souvent, quand on a une intentionnalité et qu'on pose une question à l'IA, il n'est pas bon. Oui. Il n'est pas bon. Il n'est pas bon parce qu'il va te dire une banalité alors que toi, tu as une intention, etc. Ben, c'est bon signe, c'est que la dialectique s'enclenche et qu'après, il faut mieux prompter, mieux travailler. Enfin, faut passer du temps, en fait. Voilà. Mais ça nous oblige beaucoup. En fait, c'est-à-dire que je pense que contrairement à ce qui est parfois dit, c'est qu'on dit que ça vient simplifier ta vie professionnelle. En fait, ça vient rehausser le niveau d'exigence que tu te dois à toi-même dans la manière de poser les questions, dans la manière de penser ton travail. Il n'y a pas un outil technologique qui ne crée pas plus de problèmes qu'il n'en résout. Il n'y en a pas. Ça, c'est démontré. C'est Jacques Ellul, je crois, qui a démontré ça. C'est démontré. Ouais. On l'oublie tout le temps. Oui, parce qu'on pense la promesse de simplification. Bien sûr, pas du tout. Ça vient poser, et on le voit, ça vient poser des problèmes immenses, l'IA. Ouais. Immenses. Dont on n'a pas la moindre idée de comment les résoudre. Notre place là-dedans... Enfin, je veux dire, on s'en fiche un peu, on avance, mais les problèmes grossiront, c'est tout. On trouvera d'autres choses qui les résoudra. Mais il n'y a pas une solution technologique qui ne vient pas produire plus de problèmes qu'elle n'en résout. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. De toute façon, ça crée des problèmes nouveaux. Donc ça crée des problèmes nouveaux qui sont plus durs. C'est presque un principe d'entropie. Donc, il n'y a pas de raison que... Pas ça disparaisse. Pas de raison que ce soit pas le cas. Donc il faut pas s'illusionner. Après, à court terme, ça nous aide. À court terme, ça nous aide et ça continuera de le faire. Du coup, ça me fait une super passerelle pour une question que je trouve intéressante parce que on sent là un peu dans le discours collectif la question beaucoup de la révolution numérique, de la transformation numérique. Bien sûr. Occupe beaucoup les cœurs et les esprits. Mais il y en a une transformation qui est tout aussi importante, voire beaucoup plus importante de mon point de vue, qui est quand même la question du changement climatique et de la crise environnementale. C'est quoi ton rapport à ça ? C'est quoi ton rapport à l'écologie ? C'est pas évident. C'est pas évident parce que c'est un problème qui se présente avec des ordres de grandeur quasi incommensurables. Et difficile à appréhender. Et donc, c'est pas évident de les comprendre. Oui, on voit que c'est un sujet vital, donc il n'y a pas de discussion. Puis quand on a un enfant, on y pense, etc. Donc oui, c'est clair. Mais c'est pas évident de se les représenter. Et je pense qu'il y a un défaut de représentation de ces questions dans des termes qui sont appréhendables par tout le monde. Par un être humain. Ouais. C'est dur. À hauteur de vie d'être humain. Ouais, c'est difficile. C'est difficile parce que les échelles de temps, on les comprend pas. Tu vois, qu'est-ce que ça veut dire ? Je dis 10 000, 20 000 ans, qu'est-ce que ça veut dire ? Je sais pas ce que ça veut dire. Tu vois ce que je veux dire ? C'est plus long que la vie d'une civilisation, donc tu sais pas trop. On voit qu'elle s'accélère. Les questions de ressources... on voit que c'est un sujet qui est quand même complexe, etc. Donc je dirais que je comprends, l'enjeu vital est clair, et c'est une chose extra. Ce qui m'intéresse, ce qui est passionnant, c'est comment nous répondons collectivement face à un défi de survie. Et je vois comment toutes les stratégies qu'il y a pour éluder la réponse. Donc ça c'est clair. Donc ça c'est un sujet politique, et donc on s'engage, on essaye de... Voilà, tout le monde pousse dans une direction pour que ces questions soient prises sérieusement. Mais d'un autre côté, je comprends la difficulté parce que c'est pas facile à appréhender. C'est pas facile à appréhender, pas uniquement le changement, mais simplement le monde tel qu'il va, et dans ses échelles.
Tu vois, qu'est-ce que tu réponds à des arguments de la France c'est 1% de la population mondiale, qu'est-ce que ça pèse face au charbon chinois qui pèse, qu'est-ce que ça pèse, est-ce qu'on est dans les bons ordres de grandeur, tu vois, toutes ces questions-là, qui sont des questions, moi, qui seraient ma façon d'appréhender le sujet par les ordres de grandeur, eh ben, elle n'est pas évidente à comprendre. Donc je trouve que c'est dur. C'est pour ça que j'écoute pas mal Jean Covici, parce que bon, il a la même formation, c'est un matheux aussi, et donc il a tendance à apporter des réponses par les ordres de grandeur, et j'aime bien ça, parce que tout de suite ça repose un problème. Alors vous parlez de ça, mais c'est un rapport de 1 à 100 entre les deux, bon, soyons sérieux. Tu vois, j'aime bien, il fait toujours ça, et je trouve que ça, du coup, c'est intéressant, parce que ça me permet de comprendre le sujet à chaque fois. Mais cet effort, il doit être constant, en fait. Il doit être constant, parce que sinon, on ne se rend pas compte. Après, sinon, d'un point de vue politique, cette fois-ci, donc, c'est un problème de survie. Je ne suis pas dans une situation d'angoisse, c'est-à-dire je ne le vis pas comme une angoisse, mais je le vis comme une préoccupation. Okay. Je le vis comme une préoccupation. Tu vois, par exemple, dans ma vie quotidienne, même si c'est pas un exemple, ça pèse rien, mais la question du voyage est systématiquement interrogée. Ok. Mais systématiquement interrogée. C'est-à-dire, est-ce que, est-ce que le voyage vaut l'impact ? Est-ce que l'impact vaut le voyage ? Ouais. Ok. Pars s'il le faut, reste si tu peux. Mais tu vois, je systématiquement interrogé. Je ne sais pas. Tu vois, voilà, ça m'interroge. La question de l'alimentation est interrogée. Okay. On mange pas n'importe quoi, on fait attention, etc. Ça vient toucher des représentations, en fait. Hein. Ouais. C'est ça qui est intéressant, c'est que en tout cas moi, plus j'avance sur ces questions-là, plus je travaille sur les sujets de transformation écologique, plus je me rends compte qu'on le présente souvent sous la question des ordres de grandeur, et finalement qui revient à décrypter le problème, et c'est très bien, parce qu'en fait on comprend mieux, on comprend ce qu'il y a derrière, et à la fin, la phrase qui, je pense, encapsule le tout, c'est « Nous sommes les enfants et héritiers de la révolution industrielle, dont on tire les bénéfices. » Et les inconvénients. Voilà. Et aujourd'hui, nous faisons face aux inconvénients de la révolution industrielle. Et donc, du coup, c'est notre héritage. Donc, c'est ça qu'il va falloir gérer dans le siècle qui vient. Mais une fois qu'on a dit ça, donc, même la révolution industrielle pose plus de problèmes qu'elle n'en résout. C'est intéressant. C'est un théorème qui est vrai. Et ça ne dit pas, par contre, le caractère intentionnel de tout ça. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça va venir changer dans nos existences et nos futurs beaucoup. Tu parlais de prospective au tout début du podcast. C'est ça. C'est-à-dire que inventer le futur, changer les représentations de ça veut dire quoi se nourrir, en fait, finalement. Ça veut dire quoi manger. Aujourd'hui, quand on dit on mange, en fait, c'est très chargé de symboles, d'images, d'habitudes culturelles. Donc, je prends souvent cet exemple de la viande. Je trouve que c'est incroyable les discussions qu'il y a autour de tout ça, dans le sens où tu reviens un siècle en arrière en France, oui, on mangeait de la viande, mais certainement pas dans ces quantités-là. Et donc, en fait, ça vient taper plein de représentations sur la question du voyage, sur la question dont on se loge, comment on s'amuse, comment on travaille. Et je comprends, du coup, que ce soit pas si simple de se faire une conviction naturellement en disant il faut aller là. Il faut aller à cette trajectoire, dans cette trajectoire-là. Et je reprends un peu ce qu'on se disait sur... on a une intention où il y a des choses qu'il faut qu'on change, mais plutôt la question du chemin et comment on va le faire ensemble, je le trouve plus intéressante pour traiter ce sujet. Mais de façon concrète, dans la question du changement climatique, tu vois, par exemple, dans une équipe de financement, ce que je te disais tout à l'heure sur le paradoxe de l'investissement, c'est une question concrète, ça. Il faut trouver la bonne équation pour y arriver. C'est-à-dire, il faut des décisions fortes aujourd'hui pour changer la trajectoire, notre trajectoire énergétique ou écologique, avec des retours d'investissement très lointains. Là où la logique de l'investissement aujourd'hui, c'est des investissements à court terme pour retarder les décisions à plus long terme. C'est vraiment le contraire. C'est vraiment le contraire. Et donc, comment on change comment on inverse cette équation, c'est vachement difficile. Et ça revient à un sujet de la façon avec laquelle on prend les décisions.
Ok. Et donc, tu vois, ça c'est un truc, clairement, c'est un défi qui nous est posé, parce que toute la mécanique le monde est financiarisé. Bon, pour faire n'importe quoi, il faut de l'argent, tu vois, tout est financiarisé. Et cette finance obéit à une logique qui vient percuter directement l'inversion entre le retour sur investissement et la décision. Ça vient l'inverser. Donc comment on fait ? Ça c'est vraiment intéressant, c'est presque un problème, tu vois, théorique, quoi, tu vois. Donc ça c'est voilà, c'est pas évident de résoudre cette question. Donc ce sont des comportements de marché. Enfin, ce dont quand on parle du ROI, c'est donc, tu vois, pour moi, court terme. Oui, mais je le lis, enfin, une manière de traduire, par exemple, la question du ROI, qui n'existe pas en tant que telle, puisque c'est une convention. En fait, et toute convention est donc à un moment où des êtres humains se sont mis d'accord pour dire que ce niveau de ROI était donc le consensus, ou en tout cas la convention. Moi, je suis très à l'aise, ou en tout cas conscient que toute convention humaine peut changer, toute convention peut être régulée, et ça, c'est probablement un des points un peu difficiles aujourd'hui, où il y a beaucoup de... comme le pouvoir est plus éclaté, il est plus distribué, du coup, la capacité finalement à recréer des nœuds d'équilibre pour forger un nouveau consensus sur finalement l'horizon de temps d'investissement. On veut que ce soit 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, tu vois, sur des infrastructures. Est-ce que c'est 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans ? La question va se poser sur certaines infrastructures. Et donc, du coup, tu vois, je pense que le caractère un peu aujourd'hui chaotique de la situation n'aide pas à retrouver des points d'équilibre qui permettent d'avoir ces arbitrages. Alors le public, il est capable de faire ce genre de choses, puisque les infrastructures sont du public, donc ils sont capables de faire ça. Sauf qu'on voit bien que le montant des investissements nécessite à la fois des investissements publics et privés, donc il faut trouver, il faut les aligner les deux, donc ça c'est dur. Mais tu vois, ça c'est clairement une donnée un peu nouvelle. Et puis d'une manière générale, tous les territoires se sont dotés d'une stratégie environnementale, etc. On voit bien que c'est très drivé par le politique, c'est-à-dire que si tout d'un coup il y a une inflexion politique comme on le ressent aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est plus un sujet aujourd'hui pour se faire élire, si j'ose dire, tout le reste, toute la machinerie derrière se dégonfle un peu. C'est dur. Se dégonfle un peu. Ouais. Donc il faut remettre de la politique en fait. Remettre de la politique, remettre beaucoup de politique. Et en fait, c'est même d'ailleurs un truc qui est assez troublant et même assez inquiétant. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand on lit les enquêtes, etc., on voit que les gens votent de moins en moins, ou les jeunes se désintéressent de la politique, etc., considérant qu'elle n'a rien à leur dire, ou en tout cas faisant un constat de son inefficacité, au moment même où on n'est pas dans les 30 glorieuses, où on a vraiment besoin de politique pour changer de direction et résoudre les... Donc il y a un truc de paradoxal là. Au moment même où on a le plus besoin de politique pour faire des choix, quels qu'ils soient, c'est l'exact moment qu'on choisit pour s'en désintéresser. Parce qu'elle a failli. Et en fait, la politique revient quand elle faillit, en fait. C'est à ce moment-là qu'elle redevient importante. Elle a failli à nous donner une direction, elle a failli à nous donner à construire un récit, à engager les gens, etc. C'est toujours le truc du cycle. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Donc là, sur ça, on est dans un fin de cycle qui dure un peu. Mais enfin bon, après, moi, j'ai grandi dans les années 80. Le mot crise, je l'ai toujours entendu. Hein. J'ai toujours entendu. C'est partie des discours. Je l'ai toujours entendu. Ça fait 40 ans qu'on est en crise. Hein, voilà, j'ai toujours entendu le mot crise. Merde, t'arrives pile au mauvais moment. J'ai toujours entendu ça. Ah ouais, juste avant, c'était vraiment extraordinaire. Et puis là, j'ai toujours entendu ça. J'ai grandi avec cette idée. Et donc, après, la crise, c'est la question. Hein. Donc, c'est une question qui nous est posée. Donc, à nous d'y répondre. De toute façon, c'est pour ça que dans toutes ces discussions, à la fin, il y a est-ce qu'on regarde le sujet collectivement, on se dit c'est le nouvel état stable, instable, et que du coup, en fait, c'est le terrain de jeu dans lequel on va devoir évoluer et dans lequel on va devoir adapter un certain nombre de consensus, de conventions, de règles qui nous lient pour pouvoir fonctionner, tu vois, notamment les interactions publiques-privées,
comment on construit les choses, comment on construit les projets. Il y a plein de thématiques qui, autour de l'écologie, apparaissent en fait sur ces sujets. La question de l'assurabilité, les sujets financiers qui sont colossaux. J'avais reçu Chloé Dounia qui travaille sur la question des zones noires. Oui. Et les zones noires, ce sont des zones qui pourraient devenir inassurables, Ah oui. puisqu'en fait les assurances financent un risque. Ouais, bien Mais sûr. quand Le risque n'est plus appréhendable ou il est trop élevé. Il est sûr de se réaliser, c'est plus un risque et donc du coup c'est plus assurable. Et se pose la question du coup, comment on fait en tant que société quand tu as des zones qui sont pas assurables? Ta maison, ton entreprise, ton projet. Enfin, ce que je veux dire, c'est tu fais la même chose mais avec un jeu qui change radicalement. Ouais, c'est un bon indicateur, ça. Tu vois, la question du financement dans un monde qui est pas assurable, ça devient Bien sûr. un autre sujet. Bien sûr. Donc c'est assez intéressant parce que ça, en fait, ça vient mettre du chaos aussi dans nos représentations et je pense que de toute façon, on va être obligé de se reconfigurer. Ouais, après, c'est toujours difficile de dire. Je veux dire, on a toujours vécu dans un monde en transition. Je veux dire, je pense pas que le 19e siècle était moins en transition, que le 18e était moins en transition avec la Révolution française, etc. Donc, plus la temporalité. Ouais, là, ce qui se passe, c'est que c'est l'accélération. Peut-être c'est ça qui est nouveau. C'est la rapidité. C'est la vitesse. Et la vitesse change peut-être la nature des transformations elles-mêmes. Et ça, c'est un point qu'on ressent, la vitesse. C'est vrai. Moi, je pense que c'est ça la principale caractéristique qui change. Nouvelle. Le monde a toujours changé. Enfin, ça, pour moi, c'est très certain. Par contre, la rapidité. Voilà. Et donc ça, c'est parce que du coup, ça vient, pour le coup, percuter les sociétés humaines. C'est plus difficile quand oui, parce que la rapidité ne nous permet pas d'appréhender, de même comprendre la société dans laquelle on vit, parce que ça va trop vite. Du coup, on n'a pas le temps de métaboliser en fait les choses, de les comprendre et tout ça. Ça, c'est sûr. Et de s'adapter, en fait, aussi, collectivement, de faire adapter nos manières de faire, nos règles du jeu, pour que ça fonctionne. Voilà, c'est clair. Ok, j'ai 2 questions encore. Je t'en prie. Une question qui est finalement, qu'est-ce que tu recommanderais? Quelles sont les œuvres, les récits, les choses, les personnes qui t'ont inspiré, qui t'ont aidé à te construire toi, Walid, en tant que personne, ou qui ont eu une influence particulièrement notable? Et la deuxième question, je la garde pour la fin. Alors, c'est une bonne question, mais j'ai pas préparé, donc comme ça, je dis ça maintenant. Ce sera peut-être pas la même réponse dans quelques heures, ou demain, ou après-demain. Moi, je me suis essentiellement construit par le cinéma. Ok. J'étais un très grand cinéphile jeune, donc j'ai vu beaucoup de films, et c'était mon rapport au monde. C'est comme ça que j'ai appréhendé le monde. Comme je te disais, j'ai grandi comme matheux, donc un peu autiste, toujours, et donc comme tous les matheux. Et donc mon rapport au monde, ma fenêtre sur le monde, ça a beaucoup été le cinéma. La littérature aussi, mais plus le cinéma. Le cinéma, parce que j'étais vraiment très cinéphile. Et donc ce sont des grandes œuvres de cinéma qui m'ont marqué, ou des cinéastes qui m'ont éclairé, qui m'ont donné envie de découvrir le monde, ou même tout simplement vivre le monde. Voilà. Donc, quelles sont les œuvres de cinéma qui m'ont plu? Il y en a tellement, là, c'est difficile. C'est difficile. Au moins une. Il faudra que tu viennes à mon ciné-club l'été pour que je te dise. Parce que ça change souvent. Mais je ne vais pas répondre par une œuvre de cinéma, parce qu'il y a beaucoup. J'ai beaucoup aimé beaucoup de cinéastes de toutes sortes. J'ai aimé le cinéma politique des années 70, j'ai aimé le cinéma français, j'ai adoré Jean-Luc Godard, qui pour moi était un visionnaire absolument immense. Tu vois, si je devais citer une œuvre, ce serait une œuvre de Jean-Luc Godard, juste parce qu'il m'a tellement inspiré. Mais sinon aussi la littérature, un texte que je t'ai envoyé récemment m'a beaucoup inspiré, et que j'ai relu plusieurs fois parce que vraiment j'ai été sidéré par ce texte, et que j'ai trouvé d'une actualité absolument immense, parce que je relis un peu les classiques aussi de temps en temps quand j'ai le temps. C'était le texte de Paul Valéry que je t'ai envoyé, qui s'appelait Le bilan de l'intelligence, que je recommande à tout le monde. C'est un texte court, qui va faire peut-être 30 pages ou quelque chose comme ça. C'était une conférence qu'il donnait en 1935, et j'ai été sidéré par 2 choses. La première, c'est l'extraordinaire clarté de la pensée.
Tu lis un texte, frappant. c'est frappant. L'extraordinaire clarté de la pensée. Bon, le type était un génie, il n'y a pas de doute, etc. Très grand écrivain, mais là, il a une pensée, il a une pensée claire. C'est-à-dire qu'il arrive à dire clairement ce qu'il cherche à dire sur un sujet difficile. Hein. Il fait le bilan de l'intelligence. Dieu sait si c'est ambitieux comme sujet. Donc ça m'a impressionné. Et puis la clairvoyance, le côté visionnaire, oui. Qui m'a beaucoup impressionné parce que ce qu'on croit être nouveau aujourd'hui, en fait, était déjà pensé par des mecs en 1935, etc. Donc voilà le dernier. Et j'aime bien citer Paul Valéry parce que je pense que dans les grands classiques, toutes les œuvres classiques, quelles qu'elles soient, là je relisais avec ma fille Les Misérables, bon, c'est sublime, la puissance de ce texte. Mais donc dans les classiques, il y a toujours quelque chose à prendre et qui nous éclaire sur le chemin devant nous parce que ils ont cette force, ce type d'auteur a cette force de toujours voir l'essentiel et de toujours nous donner des nouvelles de notre époque, même aujourd'hui. Ouais. Donc ça, je trouve que c'est... Voilà. Caractère intemporel, justement, du propos. Voilà. Il nous donne toujours des nouvelles de nous-mêmes. Et c'est ça que d'ailleurs j'aime dans le cinéma. Hein. C'est un bon film, c'est toujours un film qui nous donne des nouvelles de nous-mêmes. Donc, qui sait à la fois s'inscrire dans la contemporanéité et entrevoir ce qui nous attend. Je mettrais le bilan de l'intelligence en premier. Ouais, mais je le mettrais en fond de ce podcast-là, en ressources, pour que les gens puissent l'avoir. Il est disponible gratuitement, je crois, sur un... Et effectivement, c'est un texte qui est magnifique, qui est super puissant, et puis il y a quand même effectivement cette maîtrise de la langue qui fait que tu comprends l'intérêt de bien maîtriser une langue quand tu es exposé à quelqu'un qui est visiblement brillant, effectivement, mais qui arrive à te dire avec des mots très simples des choses très compliquées. C'est clair. C'est toujours García. Impressionnant. Dernière question, qu'est-ce qu'on doit aux générations qui viennent, selon toi? Qu'est-ce qu'on leur doit? Ouais. On doit... ça, c'est plus le père qui parle qu'autre chose, mais on doit leur transmettre tout ce qu'on a, en fait. On doit tout leur donner, en fait. Il faut leur transmettre tout ce qu'on a et puis leur laisser l'espace pour inventer eux-mêmes. Comme disait François Fanon, notre destin est d'être lâché. Donc voilà, à un moment, il faut lâcher. Donc il faut les lâcher, mais il faut leur faire confiance, je pense, vraiment. C'est surtout ça. Il faut leur faire confiance, quels que soient les agacements qu'on peut avoir dès qu'on vieillit, aller voir faire n'importe quoi, les voir passer leur temps sur des écrans, etc. Il faut quand même leur faire confiance. Faut quand même leur faire confiance. Ils trouveront un chemin. Il n'y a pas... leur chemin en tout cas, c'est sûr. Et donc, leur faire confiance, ça suppose de leur donner toutes les armes pour qu'ensuite ils s'en servent comme ils le souhaitent. Mais il faut leur faire confiance. Il faut leur faire confiance à un moment. Et tu vois, dans nos métiers, dans le conseil d'ailleurs, on a beaucoup de jeunes. Oui. Puisqu'on recrute, comme tu disais, c'est des pyramides, donc il y a beaucoup de jeunes. Et je pense que c'est une grande chance, parce que du coup, tu es confronté avec ces jeunes, tu vois comment ils réfléchissent, tout ça, etc. Et en même temps, c'est un grand défi de leur faire confiance, parce que c'est eux qui ont les réponses. Et tu vois, moi, je me dis toujours, j'ai beaucoup de copains qui sont dans la recherche, donc qui sont profs à l'université, etc. Et ce qui est extraordinaire quand on est à l'université, c'est qu'on est toute la journée en contact avec des jeunes. Oui. Et donc, c'est un enrichissement sans limite. Tout le temps. Parce que leur façon de voir le monde, parce que nous, l'âge faisant, forcément, on prend des réflexes et des habitudes. On devient un peu ringard, etc. Non, assez naturellement. Enfin, je veux dire, la pente ne va pas dans le bon sens. Et donc la force de rappel, c'est la jeunesse. Et je trouve que nos sociétés, d'une manière, cette fois-ci c'est plus une réflexion politique, nos sociétés ne font pas confiance à la jeunesse. Pas du tout. Ne font pas confiance à la jeunesse. Ils lui mettent une pression de dingue. Pression qui a plus pour effet de les formater que de les émanciper. Et que au contraire, il faut leur donner les clés du camion
et que il faut les laisser nous inventer le monde dont ils auront eux-mêmes besoin. C'est vraiment très important. Et je pense que ça c'est clé. Avec la pyramide démographique, je pense que ça va être une nécessité aussi. Oui, ça va être une nécessité. De pas trop tarder à faire ça. Voilà. Vraiment, on leur doit de leur faire confiance. On se doit de leur faire confiance, coûte que coûte. Quel que soit leur choix, ils ont besoin de passer par des chemins d'émancipation, d'éveil, de trucs. C'est normal. C'est normal. Ils doivent réinterroger la société. Et contrairement à nous qui avons grandi dans plus moi, mais en tout cas grandi dans un monde, on va dire, presque bipolaire, si j'ose dire, un peu, enfin, la fin d'un monde bipolaire plutôt. Là, il faut réinventer des conflictualités, il faut réinventer des contradictions, il faut réinventer de quoi se construire. Et c'est pas évident, parce que le monde qu'on leur lègue est un monde qui les délie plus qu'il ne les relie. Donc il faut, au contraire, les laisser se relier, les laisser... pour leur faire confiance, c'est tout. Et voilà, et ils feront mieux. Rien à dire, c'est ce que je te dis. Ça me va bien. Hein. Je pense que c'est un bon message. Hein, dire, faire confiance, leur donner les clés du camion. Faire confiance, il n'y a pas de raison. Non. Il n'y a pas de raison. Il n'y a aucune raison. Il n'y a pas de bonne raison, en tout cas. Et puis, encore une fois, nos politiques... Moi, je suis attentif, par exemple, là, on va rentrer dans une période électorale. Je suis attentif à ce que les mecs disent sur la jeunesse. Et c'est pas grand-chose. Non. C'est pas grand-chose. Non, c'est un impensé, clairement. Ouais, mais... ce qui renvoie, je pense, là, encore une fois, au tout début de notre discussion, sur... pourquoi on n'a pas grand-chose à dire sur la jeunesse, parce qu'on n'a pas grand-chose à dire sur l'avenir en ce moment. Et donc, du coup, les deux sont très connectés. Bien sûr. Je pense que ça nous met mal à l'aise, bien sûr. Collectivement. Parce qu'on ne va pas lui dire engagez-vous dans l'armée, quoi. C'est pas ça le message. Enfin, moi, je pense pas, hein, mais bon, voilà. Donc, c'est vrai. Ok, on clôture sur ça. Merci beaucoup d'être merci à toi, venu. Merci beaucoup, merci pour cette conversation très agréable voilà. Non, mais c'était super intéressant. Je mettrai toutes les références qu'on a évoquées pendant nos échanges. Et puis, je mettrai aussi les liens pour que les gens qui ont envie d'en savoir plus sur toi puissent se découvrir. Merci à Studio Reset. Et il faudra que tu sois toi-même interviewé un jour, quand même. Peut-être.